Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point méta, débriefer un petit peu l'actualité compétitive pour pouvoir vous aider peut-être à avoir une vision un peu plus claire de ce que vous allez jouer et rencontrer sur le tournoi de Lille. Pour ça, je suis accompagné de Raclem. Comment ça va, Raclem? Eh ben, très bien, toi, Val. Bah, ça va très très bien. Je te remercie de te représenter encore une fois sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai déjà fait une session de coaching avec Raclem. Tu m'as aiguillé sur la decklist Ruby Purple pour notamment appréhender un petit peu comment jouer la liste. Tu avais, on le rappelle, gagné le tournoi de Vernon avec cette liste-là et ça avait permis notamment de faire une petite masterclass sur la chaîne que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciée. Toi, Raclem, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, du coup, Clément, à Caraclem, je suis un joueur parisien du coup de TCG et particulièrement en ce moment de l'Orcana. Et, euh, et on essaye d'être un maximum compétitif avec l'équipe, du coup, je suis dans l'équipe Inkless. Ouais. Et, euh, et voilà, on a lancé évidemment un stream de. On essaye de faire ça une fois par semaine pour ceux qui ont déjà vu. Du coup, c'est un petit point méta où on essaye de faire un peu ce qu'on fait là, ce qu'on va faire ici, mais de manière un peu plus condensée et plus rapprochée dans le temps. Et du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit point méta pour Lille et pour vos autres tournois d'ici Lille sur du coup la fin du set 3, voir un Ouais. peu tout ce qui existe et comment tout ça s'articule. Ouais, tout à fait. Je mettrai les liens directement de Raclem dans la description. Il y a son Twitter sur lequel tu es pas mal actif, notamment pour, Donc je Raclem sais pas, TCG genre, sur Twitter et Inkless ouais. TCG sur Twitch. Tu fais des suivis un peu de tournois, tu postes un peu tes résultats sur Twitter, Ouais, ça ça, peut. je poste mes résultats. De temps en temps, je poste les listes que je joue, euh, un peu là où j'en suis en ladder et un peu ce qui se passe Ok. dans ma vie de joueur. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que tu étais rentré dans le top 25. Félicitations. Ouais, là j'ai monté dans le top 10 aujourd'hui. Ah, Oh, propre. Tu peux révéler quelle liste, pardon? Avec Meul, avec D'accord. Purple Steel Locker et avec Rouge Violet. Je vois un peu Ok. les Oh, trois en fonction Purple Steel, du moment. ça me parle. Ok, je mettrai aussi les liens donc du coup de Inkless, donc ton équipe en Hmm. fait avec laquelle vous faites des streams comme tu le rappelais. Ouais. Je le mettrai directement en description. Allez lâcher un petit follow si vous voulez du contenu compétitif sur leur canal. C'est l'endroit où se rendre. Alors là, la vidéo elle va s'articuler de la manière suivante. On va passer deck après deck, qui sont pour nous tous les decks qui représentent le metagame. Le metagame, c'est quoi? C'est l'environnement compétitif du jeu, tous les decks auxquels vous pouvez vous attendre lors d'un tournoi. Et donc on va pouvoir donner un peu les points forts, les points faibles de chaque deck, regarder un petit peu quels sont les win rates favorables et défavorables en fonction des différents match-ups, donc des différents autres decks qu'ils vont pouvoir rencontrer. Ça nous amènera donc du coup à débattre et à positionner un petit peu les decks dans le format. Je vous mettrai en support visuel les decks pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent pour ceux qui sont peut-être un peu plus joueurs casual, moins compétitifs, pour que vous ayez une idée de à quoi vous attendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feront leur premier tournoi compétitif à Lille et ça peut être intéressant de savoir quand même un petit peu dans quoi vous allez vous lancer. Et je mettrai évidemment en description toutes les decklists qui auront été présentées dans cette vidéo. L'idée étant que si jamais vous voulez juste net decker et prendre une liste, vous pointez à Lille avec tout ce qu'on vous présente là, ça reste quand même assez quali, assez solide quoi. C'est ça, on va essayer de mettre des fondamentaux au moins sur toutes les listes et que vous Ouais. puissiez faire votre choix en fait avec cette vidéo. On va avoir un petit gage, Raclem, un truc sur lequel je suis totalement nul, c'est-à-dire essayer de franciser et d'expliciter au maximum Ouais, nos tout à fait. propos. Moi aussi, je suis très nul, mais il faut essayer. Nous, dans les TCG, ça fait tellement longtemps qu'on joue à ces jeux de cartes-là que tous les termes, on les a en anglais. Je Mm. sais que les gens nous en font le reproche, notamment dans les commentaires. Je vais Ouais. essayer d'être le plus clair possible. Et bon, bah, Raclem, tu joues si tu peux. Ouais, et n'hésite pas à me reprendre, je vais essayer aussi On va de faire essayer. de Ah, je plus. pense qu'au Ouais, début de la vidéo, on va s'en sortir. À la fin c'est de ça. la vidéo, ça va parler Mm. beatdown, tempo. C'est sûr, c'est sûr, c'est foutu. Première decklist dont on va parler donc de Humber Steel Flute. Est-ce que déjà tu peux expliquer un peu le plan de jeu de ce deck-là et ensuite on va le positionner un peu dans le format. Ok, donc Amber Steel, donc à la base même, Amber Steel, c'est un deck, du coup c'est jaune-gris. Donc le jaune-gris, c'est un deck qui va fonctionner beaucoup avec les chansons et beaucoup du coup avec des chanteurs. L'intérêt des chanteurs, c'est que c'est des personnages qui chantent plus haut que leur valeur en mana et qui du coup permettent de gagner du coup ce qu'on appelle la tempo. La tempo, ça va être de jouer des cartes, ou en tout cas de garder le contrôle du plateau, donc de jouer des cartes qui sont plus coûteuses que ce qu'on aurait pu jouer pendant le tour.
L'exemple Ouais. parfait, c'est la Cendrillon à 1 qui va chanter à 3 et qui va pouvoir chanter des perdus dans l'hiver pour aller nettoyer le board adverse. On a Ouais. 3 versions de Humbersteel qui existent. On a la version Prideland, donc Terre des Lions, avec le lieu qui leur a 1. Cette version-là, on l'a pas mis dans le tableau parce qu'on considère qu'elle est en dessous des deux autres, même si elle est tout à fait entendable. On a du coup la version flûte, qui est celle qu'on aborde ici. La version flûte, le concept, c'est qu'on va avoir une curve, donc un nombre de cartes, enfin le coût en mana des cartes qui va être assez bas en moyenne. Et ça va permettre de faire des sorties assez explosives et où l'adversaire souvent en fait ne peut pas suivre parce qu'on est trop rapide. L'intérêt de cette liste, c'est du coup de mettre des chanteurs assez vite, de faire un certain nombre de points de l'or assez vite dans la partie et de finir la partie avec les flûtes. Donc les flûtes pour 2 non ancrables, on la pose, c'est un objet. Et on peut l'engager pour gagner 1 de l'or dans le cas où on a joué une chanson ce tour. Tout le deck tournant autour des chansons, on est quasiment sûr d'en avoir une à chaque tour. Et on va ainsi finir la game en faisant des rêves bleus, trouvant nos flûtes et juste leurrer sur l'adversaire assez simplement. Ouais, c'est ce que j'aime bien avec la version flûte, c'est que ça te donne de la reach. Alors la reach, c'est un concept qui veut dire qu'on est capable de mettre des points à distance. Et donc quand bien même notre adversaire aurait repris l'ascendant sur la game, c'est ce qui va arriver quand vous allez affronter des decks très contrôle qui vont essayer d'épuiser vos ressources. Et ben, le concept de flûte, c'est que quand bien même on n'aurait plus de terrain, plus de personnages, on va être capable d'aller générer les derniers points de l'or et de remporter la partie. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est la version d'Ambersteel la plus populaire. Tu me corriges si je dis des Non, bêtises, c'est Oracle. exactement ça. En fait, c'est la version qui est théoriquement la plus forte sur les meilleures sorties. D'ailleurs, c'est Ouais, potentiellement le deck le plus fort du jeu sur ses meilleures sorties. je Le pense. problème étant que si on ne touche pas les flûtes et si on touche pas les rêves bleus, en fait, le deck devient bien moins fort et en fait, tu as un potentiel qui est très haut mais qui est aussi très bas. Et je suis d'accord avec ça. J'ai beaucoup parlé d'Umbersteel, notamment dans une vidéo où je parlais un petit peu de la montagne des decks, qui est donc du coup Ouais, leur potentiel max. Et c'est vrai que pour que les gens comprennent pourquoi Umbersteel c'est très puissant, on a souvent coutume de dire en TCG que le deck qui va dépenser le plus de ressources dans une partie est probablement le deck qui est capable de faire les choses les plus puissantes. Et du fait qu'Umbersteel essaye de tricher sur la ressource pour ne pas payer les chansons que tu vas chanter, donc du coup, et donc tu vas dépenser en fait de manière pratique beaucoup de ressources, mais que tu ne vas pas payer. Et en fait, si jamais tu regardes un petit peu ce que fait Amber Steel dans une partie de l'Orcana, je pense que c'est le deck qui, à la fin d'une partie, aura dépensé le plus d'encre. c'est clair. En fait, les chansons, c'est la mécanique la plus forte de l'Arcana. Parce qu'en fait, chanter une chanson, c'est jouer quelque chose sans payer son coût. Ce qui est toujours très fort. Et en fait, Amber Steel est le deck qui le fait le mieux. Et c'est pour ça que pardon. C'est pour ça qu'on prend vraiment de l'avance en fait en chantant ces chansons. Quand on va commencer à altérer du coup une reine, à faire un Zeus tour 2, altérer un Robin tour 3, pareil, proposer un Zeus, un plus ardent que le feu des volcans, ou voire même un tuant la bête, ça arrive trop tôt dans la partie. Et Exactement. c'est vraiment Et trop si, fort. et si tu mets bout à bout, que tu calcules tout le prix de ressources de chaque carte que tu as joué à la fin de la partie, tu vas te retrouver avec une addition à la fin qui est plus élevée que n'importe quel autre Ouais, deck du format. exactement. Et donc, si jamais on devait estimer le point fort d'Umbersteel, c'est qu'à mon sens, c'est celui qui fait les choses les plus puissantes actuellement dans l'Orcana. Et quand je parle de puissance, je parle de puissance brute, c'est-à-dire jouer le plus de cartes pour un prix le plus réduit et qui aura le plus d'impact sur le terrain. Par contre, maintenant, si on doit lui trouver des défauts, pourquoi est-ce que ça serait pas le deck le plus représenté lors du Disney Lorcana Challenge? Moi, j'ai quelques contrepoints sur ce deck. En fait, le premier problème, c'est la stabilité du deck. En fait, comme on le disait, si on touche pas les rêves bleus, en fait, le deck n'a quasiment pas de pioche, à part réponse. Ouais. Et de la même manière, si on touche pas les flûtes, en fait, il y a beaucoup de games qui vont être assez durs à finir. Et comme on fonctionne avec un système d'alter, donc on va mettre un petit personnage pour mettre l'alter par-dessus, donc que ce soit Robin, Cendrillon ou la reine, en fait, on a besoin d'avoir des sorties qui s'articulent bien. Et en fait, les sorties où on va avoir un T1 tel que Robin et l'alter, mais on va avoir la reine, en fait, ça va mal s'articuler parce qu'on pourra pas faire de shift assez tôt. Et en fait, on va perdre la tempo sur le board, donc on va concéder le board à l'adversaire. Et ces parties-là vont être très très dures pour revenir. C'est aussi un deck qui, je trouve, assume très très mal d'être sur la draw. Donc, ce que ça veut dire d'être sur la draw, c'est-à-dire ne pas commencer la partie.
Je trouve que c'est un deck qui subit très très fort du coup le format BO2 plus que dans le format BO3, dans le sens où c'est beaucoup plus simple de préserver tes petits alters ou alors tes petits chanteurs comme Cendrillon quand tu commences, parce que ton adversaire au tour 1, il aura probablement pas la possibilité de réagir, encore que certaines listes jouent je sais plus comment ça s'appelle, Fire the Cannon je crois, Ouais. qui permettent de mettre 2 dégâts pour un mana et donc du coup de réagir dès le tour 1 sur la draw. Euh, mais globalement, par contre, quand tu commences pas, c'est très simple pour ton adversaire de jouer un baboom sur ton Ouais, premier c'est chanteur, ça. ton premier alter. C'est très simple de jouer un Pinocchio pour engager ton chanteur et venir le taper avec son drop 1. Et quand tu te prends cette séquence de play là, ça fait un peu tomber tout le château de cartes qu'essaye de composer Humbersteel. Et c'est un deck qui revient assez mal, je trouve, de ces situations-là, de perdre son chanteur ou son support d'alter au tour 1, parce que derrière, il n'est pas capable de chanter ses chansons, et donc il n'est pas capable d'exploser en mana, en tout cas de jouer des cartes rapidement qui ont une certaine valeur d'encre. Et autant en BO3, je pense que ça reste un choix solide parce que tu peux contrer un petit peu les problèmes de variance du fait que tu es une game de plus. Autant en BO2, je sais pas trop à quel point ça l'impacte, mais j'ai l'impression que c'est assez vénère quand même. Moi j'ai l'impression, en tout cas c'est un deck que j'ai jamais joué en BO2 et qui ne me fait pas envie, alors que c'est un deck que j'adore en BO3. L'exemple parfait c'est mon win rate de 66% pile en ladder, qui fait que tu vas gagner 2 games sur 3. Et en fait Ouais, gagner 2 games sur 3 c'est très bien quand tu es en BO3, parce que du coup tu vas gagner la première, perdre la deuxième, gagner la troisième, ou perdre la première, ainsi de suite. Le problème étant qu'en BO2 on n'a pas le droit de perdre des games en fait d'office. On peut perdre des parties parce qu'on a mal joué, parce que mauvaise sortie, mais ouais. perdre des games d'office, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, on a besoin de faire le maximum de 2-0, et je trouve qu'Ambersteel, en fait, peut avoir cette faculté à brick des games assez facilement, et du coup à faire des 1-1 un peu partout, C'est ça. et ce qui peut être très frustrant, en fait. Tu peux perdre tes games tout seul et dans un format qui récompense le fait de faire des 2-0, perdre des games tout seul, t'en as vraiment pas besoin, sachant qu'il y a aussi des games que tu vas perdre parce que ton adversaire est fort. Donc voilà, je sais pas trop à quel point ce deck va être représenté. Vous, d'après vos estimations, c'est des estimations et un tableau que tu as fait notamment avec ta team, avec la team Inkless, ça n'a pas valeur de data vérifiée sur un ensemble de tournois. C'est ce que vous, en bootcamp, vous avez plus ou moins anticipé de vos retours statistiques sur vos parties pour les pourcentages de win rate et sur la représentation, le méta share, donc le nombre de decks, le pourcentage du méta que représentera chaque deck à Lille. C'est une estimation que vous avez faite en fonction de vos attentes En, personnelles en- et vous donnez 6% à Steel Song Flute. en fait, c'est en fonction des tournois boutiques qu'on a pu faire, des gros tournois internationaux qui sont moins pris en compte parce que, comme dit, internationaux, donc aussi basés sur les US, sur Ouais. le ladder. En fait, on a appris un peu tout ce que nous on pensait. On a demandé à chacun, enfin pour chaque membre de l'équipe, qu'est-ce que seraient les stats des decks, et c'est les stats sur lesquels on est un peu tous d'accord. Donc on n'est pas au pourcentage près, mais je pense que l'ordre de grandeur est assez bon. Ouais, il y a quasiment rien, moi, quand tu m'as droppé ce tableau, qui m'a paru incohérent, à l'exception de Amber Purple Aggro, qui, je pense, sera beaucoup plus présent que 2,50% de la salle. En fait, je pense qu'il y aura plus d'aggro que ça, mais en fait, c'est dans Other. Dans Other, faut, à mon avis, D'accord. compter tous les rouges verts évasifs, tous les rouges violets aggro, en Les fait, toutes ces pirates rouges decklists-là, style. c'est ça. En fait, toutes ces decklists-là qui sont avec Amber Purple aggro, qui est pas forcément l'aggro le plus représenté, en fait. Enfin, Hmm. qui est, pardon, le plus représenté, mais pas forcément le tout seul, en fait. Il y en a aussi beaucoup d'autres, avec d'autres couleurs. Les aggros étant souvent dans leur canal joués par des gens qui n'ont pas forcément toutes les cartes, ou qui ont commencé par ça et qui continuent à le jouer. Et du coup, en fait, on a beaucoup de. C'est pour ça que Other, c'est la catégorie un peu fourre-tout où on va trouver en fait ces autres agros. Ok, ouais. Et on pourrait donc du coup raccrocher Amber Purple Aggro et faire une grosse catégorie de Oui, 10% c'est ça. de decks qui sont théoriquement un peu en dessous du reste du metagame, mais qui vont quand même être joués ou par affinité personnelle, Mm. ou par manque de budget, ou par... tu débutes le jeu, c'est assez facile de te projeter sur un deck comme ça, c'est Ouais, simple à c'est jouer, ça. ça coûte pas très cher. Exactement. Ok, donc bah du coup on est ok pour Amber Steel Song Flute. C'est probablement le deck le plus puissant du format, mais le problème du Go second et de sa consistance fait que c'est peut-être pas le meilleur pick Ça. pour Lille. Je précise aussi un truc supplémentaire, c'est un deck qui est très dur à jouer. Si vous C'est n'avez ça. pas Je pense 100 que games avec, le jouez pas. c'est un des decks les plus durs du format. Pas forcément parce que les choix sont très compliqués. Alors, si, en fait, il y a un certain nombre de choix, mais pas forcément très compliqués. En fait, c'est surtout que c'est un deck qui va se jouer vraiment différemment des autres.
En fait, c'est le seul deck du jeu, et c'est Zansiel qui disait ça, du coup, qui disait il faut le jouer comme un deck Magic et pas comme un deck Lorcana. Parce qu'en fait, on va vraiment poser plein de petits personnages et utiliser, du coup, pour chanter, pour machin, pour faire plein de petites actions, mais en fait, qui sont pas forcément des actions qu'on fait de manière commune dans l'Orcana. En fait, dans l'Orcana, on se pose beaucoup la question de est-ce qu'on va taper, ou est-ce qu'on va lorer, ou est-ce qu'on fait rien. Et là, il y a la possibilité de chanter sur chacun de nos personnages, ce qu'on n'a pas forcément sur les autres decks, et ce qui change beaucoup l'approche qu'on a du jeu, en fait. Ouais, ça rajoute une décision de C'est ça. plus que les autres decks n'ont pas forcément, et donc forcément, tu te retrouves avec Et un arbre de décision à la fin de la game qui était beaucoup pour, plus large, plus de possibilités de se planter. pour faire très globalement les match-up, on est négatif contre Lanterne, parce que Lanterne, on l'expliquera juste après, est positif contre tous les decks gris, qui va plus vite que les decks gris. On est positif contre Rouge-Violet Contrôle, parce qu'on va plus vite que lui en l'aurant à distance avec les flûtes, sachant que Rouge-Violet n'a pas d'interaction avec les objets. On est Ouais. négatif contre Rouge-Bleu, parce qu'en fait Rouge-Bleu va trop facilement reprendre le board. Et une fois que Rouge-Bleu a fait un soyez prête, a repris le terrain, nous on a plus de chanteur, donc en fait on peut plus mana cheat, on peut plus jouer des choses gratuitement. Alors, on a mis 50-50, mais en fait on est légèrement négatif Contre euh, Cogwars, ouais. contre Bleu-Gris, parce que Big Ben. Big Ben peut juste tuer la game en donnant résiste et que nos sorts n'ont plus d'effet. On est positif contre Mufasa, parce qu'en fait on peut aller pinguer ses bêtes, et pendant que lui va galérer en fait à se développer, nous on va pouvoir étaler notre board et chanter en boucle. Positif contre Discard, parce que tuant la bête peut aller tuer du coup les Ondins, les Flynn, et on peut gérer les Ursula assez facilement. La même chose contre Griver. Et en fait, Jafar n'a jamais le temps de développer un seul Jafar contre nous. On va pouvoir le blast en boucle, donc lui faire des dégâts directs et se débarrasser de tous les petits Jafar et ne jamais voir l'alter en fait. Ouais, globalement, Jafar contre Gris, c'est pas facile, alors Ça. contre le meilleur deck Gris en termes de gestion de board, Mm. c'est très compliqué, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, on va passer maintenant à la version lanterne. Elle diffère légèrement de la version flûte parce que elle va rajouter donc du coup l'objet lanterne qui lui va te permettre de payer un de moins pour les personnages que tu vas jouer en engageant ta lanterne. Ça te permet d'avoir donc du coup plus de late game, un plan de jeu un peu plus mid-range, jouer des cartes qui ont plus d'impact sur le board, mais par contre tu perds la reach que tu as, donc la capacité de lorer à distance quand ton adversaire a repris le terrain que tu avais notamment avec la flûte. Exactement. En fait, c'est un deck qui veut quand Flûte en fait veut agresser et finir la partie avec des flûtes, Lanterne veut au contraire prendre un early qui va être un peu plus lent, mais à l'inverse, un mid-game qui va être beaucoup plus puissant. Donc quand on va arriver aux alentours du tour 4, 5, 6. En fait, le plan de jeu de Lanterne, c'est de poser un tour 1. Tour 2, de poser une lanterne, donc qui va réduire le coût d'un personnage et de reposer un tour 1. Et à partir de là, en fait, on est quasiment au même stade que Flûte. La différence, c'est qu'on a une lanterne qui va nous faire un mana en plus par tour. Enfin, un d'encre. Et du coup, on va pouvoir se développer beaucoup plus vite. Et on va pouvoir faire des effets clochettes qui arrivent tour 5, voire tour 4 avec deux lanternes. On va pouvoir faire arriver des beds beaucoup plus tôt. Potentiellement même des Stitch Surfer. Et en fait, on va juste sortir plus vite que l'adversaire avec des plus gros personnages et on va garder le contrôle du terrain. Et en fait, une fois qu'on a le contrôle, en fait, on peut juste partir à l'aventure avec ces personnages et gagner plus vite que notre adversaire. Ok, tu vas avoir du coup des match-ups qui sont un chouïa plus polarisés, c'est-à-dire que tu vas Exactement. encore plus écraser les versions mid-range. Par contre, tu vas être moins bon contre les versions contrôle. C'est ça. En fait, on est vraiment sur le roi du midrange. En guerre de gris, Lanterne, c'est potentiellement le meilleur deck Ouais. du fait que, en fait, on va juste trop vite pour les autres decks. Et on va pouvoir leur rouler dessus en enchaînant des tours une à deux fois supérieures au leur. Et ça va beaucoup aider. Pareil, on peut faire tomber des cendrillons tour 4, voire. Oui, ça c'est tour 4. La grande cendrillon à 7. Il y a Ouais, ce qui est horrible quasiment pour les decks aucun gris. deck grip qui peut s'en remettre. Ou en tout cas, on prend une avance qui est considérable. Et si on arrive à appuyer dessus, normalement, ça se passe bien. La petite différence en termes de gameplay avec Flûte, c'est qu'en fait, ici, on va assez peu chanter les chansons en fait. On va essayer de chanter Wall New World, donc le rêve bleu, et le tuant la bête. Mais en fait, les chansons comme Beer Necessity ou comme Raging Fire, comme Plus ardent que le feu et volcan, en fait, on va souvent essayer de les jouer. Parce qu'en fait, on va étaler du board, les chanter au tout début pour faire une différence d'encre et du coup de prendre le contrôle du board. Et une fois qu'on l'a, on va vouloir conserver notre board et lancer des sorts pour aller flinguer les persos adverses. Ok. Et tu estimerais en termes de consistance que ce deck est plus consistant ou moins Il est, consistant que flûte? il est beaucoup plus stable que Flûte. Ok. En fait, c'est un deck qui n'a pas besoin de ce rêve bleu. Ce rêve bleu aide beaucoup, mais il y a des match-ups où on en a juste pas besoin. Parce qu'en fait, 3 Ouais. réponses, voire 4 réponses
plus les Silk Surfers, fait qu'en fait, on trouve de la pioche naturellement. Et en fait, on a des créatures qui vont, enfin, qui vont rester sur le board. Contrairement à Flûte, qui a des créatures qui vont partir à l'aventure et vont se faire trade. Donc vont se faire gérer par le board adverse. Ici, on a un board qui va rester en jeu. Et du coup, on a moins besoin de piocher. Ok. Du coup, on a des match-ups par contre qui sont beaucoup plus polarisés. On est, on est bien meilleur contre les gris. Par contre, à l'inverse, on abandonne le match-up rouge-bleu, qui est quasiment ingagnable. Rouge-violet devient plus compliqué, toujours jouable, mais plus compliqué. Ouais. Et Mufasa devient beaucoup plus dur parce qu'en fait, les batailles de board contre du rouge sont quasiment impossibles. Parce qu'en fait, le package Tremaine Medusa, soyez prête, annule complètement le package Robin, fait clochette bête. Robin Beast, ouais, Ouais. bien sûr. Et du coup, c'est une bataille de board qui est beaucoup plus compliquée que contre les autres gris. Ok. Mais donc, du coup, c'est un choix qui est un peu plus safe en BO2 que Flûte. Ça fait. Moi, je pense que c'est un meilleur deck en BO2. À voir Ok. ce que ça nous dira. Et à quel point on a le droit en BO2 de du coup concéder des games et de vouloir en gagner. Peut-être qu'en fait, c'était peut-être pas un bon plan. Mais nous, dans notre approche du BO2, on s'est dit il valait mieux avoir des decks qui gagnent beaucoup et perdent beaucoup. Et c'est ce que fait Lanterne. Ok. Ah, vous aimez bien avoir ce côté, je vais perdre 0-2, mais je vais gagner 2-0. Euh, alors qu'il y a une autre approche dans le BO2, c'est plutôt essayer de chercher des decks qui, à l'inverse, ne gagnent pas beaucoup, mais ne perdent pas beaucoup, sont très consistants sur la draw, et donc du coup sont capables de battre tout si ton niveau de jeu suit, tu vois. C'est Oh, le prisme opposé, par exemple, c'est Purple Steel dont on parlera plus tard. C'est un deck qui est bien contre rien, mais qui est mauvais contre rien, mm. et qui est pas trop mauvais sur la draw, quoi. En fait, alors, mon équipe, quand on parle en équipe, du coup, là, on est beaucoup plus sur cette théorie-là. Moi, personnellement, je préfère des decks safe, comme Rouge-Violet, qui vont du coup Ouais. pouvoir gagner dans les deux cas, et pouvoir gagner contre à peu près tous les match-ups. Ouais, et surtout pas perdre tout seul. C'est ça. Le problème étant que ça te donne des runs qui peuvent être beaucoup plus compliqués, parce qu'il Ouais. n'y a pas d'auto-win. Ah, tu te bats contre tout le monde. C'est ça. Et c'est beaucoup plus éprouvant mentalement, en fait, d'arriver dans une game et de devoir gagner, alors qu'il y a des decks où tu arrives et tu sais que tu as quasiment gagné, tant que tu appliques ton plan de jeu un peu simplement. Ouais. Si tu as moins confiance en ton niveau de jeu, il vaut mieux aller sur des decks polarisés C'est clair. pour justement remporter tes match-ups qui sont théoriquement plus faciles à remporter que te battre sur chaque game avec un deck 48-52 contre tout le format. Bah forcément, tu as intérêt à être un petit peu chaud. Mais c'est marrant, c'est qu'on sait toujours pas en fait ce que ça va donner un tournoi BO2 sur un tournoi aussi important. Et on n'a pas encore la réponse de est-ce qu'il vaut mieux des decks polarisés ou au contraire très consistants. Il y a un peu deux prismes de pensée qui s'affrontent et finalement on aura la réponse qu'à Lille. Et c'est ça qui est assez amusant. Mais en fait, là, on a eu du coup un gros tournoi, le tournoi The Pack en ligne. Ouais, Et du coup, qui était en BO2 avec 300 joueurs. Et en fait, on a vu que le top, il y a tout et n'importe quoi. C'est ouais. sur 16 decks, je crois qu'on a genre 13 decks différents, quelque chose comme ça. Et 12 ou 13. Et en fait, on a vraiment un panel de decks de l'aggro jusqu'au contrôle. Et en passant même par le combo, parce qu'on a un bleu-gris combo. Et on a vraiment tout, et du coup c'est assez compliqué de se projeter, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on pourrait avoir un événement qui nous donne de la data pour permettre d'analyser ça, en fait, bah, la data, elle est pas très représentative, en fait. Ouais. C'est toujours un peu de tout et de rien, et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est les joueurs qui ont porté le deck à ce niveau-là, ou est-ce que c'est le deck qui est monté? Et C'est toujours le problème à l'Orcana, vu qu'il n'y a pas de circuit compétitif où on estime que tous les joueurs ont le même niveau. hmm, T'as beaucoup de joueurs qui sont supérieurs au potentiel de leur deck, quoi. exactement. Et ce qui pose beaucoup de problèmes sur l'analyse de ce qui s'y passe. Je vois. Mais donc, du coup, à retenir pour la version lanterne, c'est un deck qui est un peu plus polarisé, qui va avoir des match-ups excellents contre tous les decks gris et les decks mid-range, mais du coup, qui abandonne un petit peu le plan de jeu contrôle. Cela dit, c'est un deck qui est un peu plus simple à piloter que Flûte. Et du fait qu'il ait des match-ups polarisés, moi, j'ai un peu. C'est des raccourcis qu'on fait et il n'y a pas forcément de vérité. Si tu estimes avoir un niveau de jeu plus faible en moyenne que la salle, il Hmm, vaut mieux jouer des decks polarisés. Si tu estimes avoir en moyenne un niveau de jeu plus élevé que la salle, c'est bien de jouer des decks très consistants. c'est ça. Et, euh, Ok. et, et on passe sur rouge-violet, donc RP contrôle. Ouais, ça c'est ton Ça, c'est bébé, le- tu ouais, connais un peu. c'est ça. Alors, on peut le voir, toutes les stats sont quasiment à 50%. En fait, on n'a pas de bon match-up, pas de mauvais match-up. À part Jafar Combo qui est dans un coin de la pièce et lui qui nous roule dessus. Ouais, mais comme il est peu représenté, tu peux abandonner ce match-up. En fait, c'est ça. Du coup,
j'imagine que du coup, tu as mis la liste de Rougelet. Ouais. Rougelet, le gros débat, c'est quelle liste jouer. Parce qu'on a un panel de listes qui est énorme, comme un peu tous les decks contrôle. C'est comment on adapte son deck à la méta. Et du coup, l'intérêt de faire ses stats et ses tableaux, c'est pas forcément pour des decks comme Flûte qui en fait s'adaptent assez peu, mais beaucoup plus pour des decks comme Rouge-Bleu ou Rouge-Violet qui eux ont besoin de savoir à l'avance ce qu'ils vont affronter pour pouvoir s'adapter au mieux. Oui, ton 60 cartes, ton main deck est beaucoup plus malléable que Flûte. Les gens vont devoir s'adapter à Flûte et toi, tu vas devoir passer entre l'adaptation des decks. C'est toi le deck proactif. Alors que là, justement, le plan de jeu de Ruby Améthyste, c'est d'être un deck réactif en début de partie qui est capable de switcher sur la fin pour aller mettre les derniers points. Mais pour réagir, il faut autant, enfin, pour pouvoir réagir convenablement, il faut avoir la decklist qui est faite pour. Et donc, du coup, est-ce que tu vas taguer des mirrors et auquel cas, tu voudras probablement être le deck un peu le plus épais, ou est-ce que tu vas taguer des decks plus contrôle comme bleu-rouge, et auquel cas, pour éviter l'inévitabilité de ce qui est un peu un contresens, mais vous allez comprendre, éviter le problème de sous-fétiche, tu as envie d'essayer de passer en dessous et de rendre ta decklist plus agressive, quoi. C'est Et ça. ça dépendra effectivement du metagame que tu vas attendre. Exactement. En fait, Rouge-Violet, c'est un deck qui ne fonctionne pas sur les synergies. Le contre-exemple étant Flûte, où tout fonctionne de manière synergique. Tout est des très bonnes chansons, des très bons chanteurs. On va tuto des chansons et ainsi de suite. Rouge-Violet, c'est tout l'inverse. C'est un deck qu'on pourrait appeler. Au liste des Américains, le surnomme Jund, comme le deck Magic du même nom. Qui sont Tout des à decks en fait. fait avec des piles de bonnes cartes. En fait, on joue toutes les meilleures cartes de la couleur. Et on va capitaliser sur le fait que ces cartes sont souvent overstatées. Donc ont des meilleures statistiques que les cartes du deck d'en face. Et on va essayer de gratter le petit peu de value par tour qu'on peut avoir. Et en fait de capitaliser dessus pour un moment juste gagner la partie à toujours peu de choses près. En fait on roule rarement sur son adversaire avec Rouge-Violet. On va Ouais. juste utiliser ce petit peu de value qu'on peut gratter par-ci par-là pour finir la partie, en général à 20 de l'or sur 18, et souvent un peu comme vers Violet, de gagner la partie juste avant que l'adversaire la gagne. Ouais. Mais le problème, c'est que ce plan-là, qui était très vrai jusqu'au troisième chapitre, il est venu un petit peu s'inverser avec notamment Bleu-Rouge, qui à la base était un bon match-up et qui est devenu un match-up exécrable du fait qu'on puisse pas gérer le plan combo finish de sous-fétiche. Et donc du coup, le plan que tu établis, donc le plan June de Magic, c'est-à-dire de manière insidieuse, faire du 2 pour 1, aller chercher le moindre petit avantage pour que à la fin de la partie sur 10-12 tours, tu aies 2, 3, 4, 5 lords de plus que ton adversaire parce que tu as mieux géré l'entièreté de tes ressources. Mais ça marche pas contre bleu-rouge si jamais tu essayes pas justement de devenir plus agressif. C'est tout le problème de Blauge. On a dû adapter les decklists. Du coup, on a rentré des mini, on a rentré plus de châteaux. Et en fait, on a réussi à conserver un bon match-up contre Bleu-Rouge. Parce qu'en fait, on a un deck qui en fait peut s'adapter assez bien et partir très agressif. Le Ouais. problème de ça, c'est que du coup, on baisse les autres match-up. Et c'est tout l'arbitrage de à quel point on veut concéder bleu-rouge pour gagner en fait les autres. Parce L'exemple que parfait étant même le en nombre de mirror story match, prêtes. Ouais, plus tu t'adaptes à bleu-rouge et plus tu te démunis un peu dans le mirror match. Et en même temps, le mirror match, c'est d'après vous, et je pense que je suis assez d'accord avec vous, le deck que vous allez le plus rencontrer, quoi. En fait, au contraire, je trouve que pour le coup, les adaptations qu'on met contre bleu-rouge, elles sont assez bonnes dans le mirror. Parce qu'en Ok. fait, les adaptations contre bleu-rouge, c'est des adaptations assez agressives. Donc les mini, seulement des ombres de Peter Pan, des plus de Cusco, des cartes comme ça. Et en fait, ces cartes-là, bah, en fait, elles sont bien contre rouge-violet aussi. Parce qu'en fait, rouge-violet, c'est un deck où on peut passer en dessous dans le mirror. En fait, on Ok. peut faire des. Le problème du mirror étant qu'on a deux façons de le jouer. Une façon très agressive et une façon très défensive où on va beaucoup piocher et on va battre l'adversaire aux cartes advantage. Donc on va avoir plus de cartes que lui parce qu'on en pioche plus. Ok. Et en fait, ces deux façons de jouer, elles sont. En fait, il faut connaître les deux parce qu'en fait, c'est en fonction de la main et en fonction de ce qu'on a. En fait, Rouge c'est un deck où il faut aussi s'adapter à ce que le jeu nous donne parce qu'on a un grand panel de choses possibles dans le deck. Et, en fait, Ouais. dans le mirror, en fait, on peut faire des sorties très agressives ou juste on passe en dessous. Parce que Madame Medusa arrive tour 6, l'adversaire ne va pas avoir d'évasif et nous on va poser des mini et juste partir à l'aventure. Ok, ouais, c'est la difficulté de devoir s'adapter pendant la game à la texture de la partie et être capable de switcher de plan, quoi. Exactement. Alors, tu vois, pour les nouveaux joueurs, déjà, apprendre à, entre guillemets, mettre en place un plan cohérent dans un match-up,
c'est déjà quelque chose entre guillemets qu'il faut apprendre. Mais alors si en plus on te dit que le plan cohérent de base que tu as étudié pour ce match-up-là, il faut le remettre en cause en fonction de ce qui se passe dans ta partie, des cartes que tu pioches, de la version de ton adversaire. C'est pour ça où moi je l'aime beaucoup ce deck Ruby Améthyste. J'ai souvent tendance à dire que c'est un des decks qui est le plus simple à prendre en main, mais par contre qui a le plafond de maîtrise qui est parmi les plus élevés du metagame. En fait, assez simplement, on pourrait expliquer ça par le fait que, en fait, on dit souvent dans les TCG que un bon joueur, on ne le reconnaît pas avec les mains parfaites de son deck, parce qu'en fait, une main parfaite, c'est assez simple à jouer. C'est avec Ouais. les mains, en fait, qui ne fonctionnent pas en elles. C'est quand on n'a pas de synergie en main, qu'on a juste des cartes un peu par-ci par-là. Et c'est là qu'on voit les bons joueurs. Et en fait, Rouge-Violet montre ça. C'est qu'en fait, c'est un deck qui a pas de sortie parfaite. En fait, ça dépend énormément de la sortie adverse. Ça dépend énormément de quel plan de jeu l'adversaire prend. Et en fait, on va toujours essayer d'être dans la réponse c'est toujours la question de quelle réponse je garde par rapport à ce que l'adversaire peut me proposer dans les prochains tours. Et c'est pour ça que c'est assez facile à prendre en main parce qu'on a des créatures qui sont overstatées. Donc en fait, Ouais. il suffit juste de jouer au jeu tout simplement. Et dans des parties avec des niveaux entre gros guillemets assez faibles, souvent Rouge-Violet va sortir assez gagnant parce que overstaté. Mais dans des parties un peu plus serrées, là, on va avoir besoin de prendre des décisions qui en fait peuvent être assez compliquées. Et en fait, je fais beaucoup d'analyses actuellement de parties avec des joueurs qui veulent s'améliorer. Et en fait, Rouge-Violet, on s'aperçoit qu'en fait, c'est souvent au tour 3, 4, 5, qu'en fait, il y a une mauvaise décision qui est prise. D'accord. Et une mauvaise décision, on parle de micro-optimisation, hein, pas une décision qui est flagrante, genre un oubli d'aller taper un lieu ou quoi, hein. C'est est-ce que tu préfères jouer ta maléfique qui pioche ou ta mini-surfeuse à tel moment? Et en fait, c'est ce petit écart du plan de jeu qui souvent en fait fait perdre la game sur les 5, 10, 15 prochains tours. En fait, on Ouais, voit ouais. que la petite différence de value se fait à ce moment-là. Et en fait, elle est jamais rattrapée toute la game. Et c'est pour ça que c'est un deck qui est assez fourbe, parce qu'on peut avoir l'impression en fait de perdre parce que l'adversaire a mieux joué, a eu une meilleure sortie, et en fait on a perdu tout seul sans s'en rendre compte au début de la partie. Ouais, quand tu mets deux joueurs avec un niveau très opposé sur ce deck-là, les deux joueurs vont être capables de pousser leurs cartes dans le bon ordre, ça va pas être un Ouais. problème. Par contre, le meilleur joueur, il va prendre des micro-avantages tour par tour, qui à la fin, mis bout à bout, tous ces micro-avantages, bah, ça te donne un gros avantage, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est assez sympa avec ce deck-là. Mais tu vois, quand même, quand bien même, c'est un deck que j'aime bien proposer aux débutants, Ouais. parce que je trouve que c'est quand même pas trop dur juste de prendre tes cartes, de les pousser dans le bon ordre et de gagner des parties, Non, quoi. c'est ça, c'est vraiment très facile à jouer et très très dur à masteriser, je trouve. Ouais. Donc du coup, point fort, à l'inverse de Amber Steel, qui est un deck peu consistant car très synergique. Là, on n'a pas de synergie, il est très consistant. T'as beaucoup de pioches, c'est difficile de faire des mains exécrables. T'as pas un nombre de non ancrables qui est totalement délirant. Tu tournes entre 14 et Il 17, commence à j'imagine. être un peu haut, c'est ça, en fait il est un peu haut actuellement, mais en fait ça demande juste de piocher et de pas forcément jouer toute sa main tout le temps. C'est Ok. le seul petit C'est, détail. en tout cas, c'est assez safe pick. Si tu t'estimes pas mal meilleur que les autres personnes dans la salle, c'est pas un mauvais deck. C'est pas un mauvais deck à pick, En quoi. fait, ce qui est très intéressant sur les stats, pour finir sur le deck, c'est qu'on a testé, on a fait des simulations où en fait tu modifies sur la liste, sur la ligne rouge-violet contrôle du coup, ton mirror. Parce qu'en fait, si techniquement tu es meilleur, t'as un meilleur win rate en fait dans le mirror. Parce que le mirror de rouge-violet, très grossièrement, il y a la question de est-ce que un des joueurs n'a pas de lapin? Ce joueur-là en général a perdu la partie. Mais dans Ouais. le cas où les deux joueurs touchent des lapins, en fait la partie va être C'est beaucoup le plus meilleur joueur serrée. qui gagne. Et c'est souvent le meilleur joueur qui gagne. Et en fait, Ouais, le ouais. mirror, tu peux monter à 80-90% si tu es vraiment meilleur que ton adversaire et que tu es dans ta partie, tu es concentré dans Ouais, ta parce que partie. Voilà. tu vas le battre sur toutes les micro-décisions, sur la Exactement. value, le fait de faire des 2 pour 1, des bons trades, des meilleures séquences, de la micro-optimisation. Et effectivement, à la fin, ça te donne souvent la partie. Mais c'est vrai que c'est un peu la théorie. Moi, j'ai ça avec Violet-Gris. Tu as les parties avec lapin et les parties sans lapin. Et dès lors qu'on est dans des parties de grind, tu peux un peu perdre tout seul. Mais c'est à toi d'être discipliné sur ton mulligan et d'aller chercher tes lapins, quoi. Et du coup, ce qui change beaucoup, c'est que si tu modifies du coup ce win rate là, parce qu'en fait c'est 25% du field, et le win rate à droite étant pondéré par la représentativité du deck, en fait on a un Hmm. win rate de rouge-violet qui explose à partir du moment où on monte le win rate du mirror en fait. Ouais, ouais. Ça, et Ah oui, on, bah, ça, évidemment, oui, parce que les mirrors s'annulent ouais, dans vos tout à fait. win rates globales. Et donc, forcément, si toi, par contre, tu es Hmm. positif face aux mirrors, c'est un des win rates les plus élevés de la salle. Ça, en fait, on passe de 51 à 56, 57, parce qu'en Ouais, et donc fait, tu peux atteindre les win rates d'Umber Steel en ayant la consistance
Exactement. de En fait, Rubiales. en acceptant d'avoir des match-up moyens en fait contre tous les decks et de gagner le mirror, et du coup normalement ça suffit à avoir un très bon Ok. win rate. C'est quoi du coup son seul défaut, à part d'être le deck le plus attendu de la salle, et donc forcément chaque personne qui viendra à Lille, qui est un minimum préparé, aura un plan contre toi. C'est ça. Donc déjà on a ça. On a le fait que en fait c'est un deck qui peut brick, c'est possible. Il y a beaucoup de non-ancrables actuellement et le deck peut avoir des mains qui sont assez terribles. On en a assez peu. Et Ouais, c'est quand même plus rare que sur d'autres decks, en quoi. fait, c'est l'inverse d'Ambersteel. Ambersteel va brick parce qu'il n'aura pas les cartes. Il n'a pas de... Enfin, il va pas pouvoir jouer au jeu. Rouge-violet va brick parce qu'en fait, il va pas pouvoir jouer de cartes parce qu'il va devoir ancrer. Mais c'est quand même assez différent. En fait, c'est des bricks qui sont, je trouve, moins graves qu'Ambersteel. Hmm. Dans le sens où on peut quand même proposer des choses. On sera moins Ouais, efficient, mais on peut proposer des choses. Et le problème de Rouge-violet est qu'il ne peut pas high roll son adversaire. Il n'a pas de sortie qui gagne automatiquement. ouais. On pourrait débattre de tour 1, tour 2, mini surfeuse château, qui est une très bonne sortie sur le play, donc quand on commence. Mais on reste sur du détail, et en fait, c'est pas une sortie qui fait Oui, gagner la partie souvent. très éloigné du level de Ouais, débilité que va proposer Amber Steel, c'est ça. et notamment des ressources dépensées en chantant tes chansons, quoi. Effectivement, t'as pas un truc, un power play, un truc un peu explosif que propose le deck, mais de toute façon, c'est pas ce que propose la couleur violette, hein. C'est ça. De toute Le façon, violet, c'est vraiment le grind, on- la value. on le verra sur les autres decks, sur par exemple Purple Steel, donc violet-gris à la fin, c'est la même chose. En fait, c'est des couleurs qui ne peuvent pas high roll, qui font des sorties Exactement. stables. Et quand elles font ces sorties stables, souvent, elles gagnent plus de 50% de leur match. Ouais. Il y a juste un autre pourcentage Mm. sur lequel je vous trouve assez gentil, et tu peux peut-être en Mm. discuter un petit peu. Vous donnez 45% de win rate contre Green Amethyst, Tempo. Mm. Donc, vert violet, De hein. mon ressenti, ouais, vert violet. De mon ressenti, j'aurais quand même donné un peu plus d'avantage à gris violet, à vert violet, pardon, Alors pour le coup, contre moi, Ruby moi je Amethyst. suis de l'autre côté de la plaque. Moi je pense que c'est plutôt rouge-violet qui a l'avantage très légèrement, ou en tout cas c'est débattu. Mais c'est sur tes stats à toi, ou sur... Parce que si toi, tu es un très bon joueur, tu es capable d'amoindrir un petit peu les win Bah, rates. en fait je pense qu'il y a ça, mais même en jouant bah, par exemple contre Artabax en ladder ou d'autres joueurs comme ça, je trouve que c'est pas si difficile. En tout cas c'est pas un match-up où vraiment je me sens en danger. Mais pour expliquer un peu les problématiques du match-up, on a le même package violet, avec du coup Ouais, les mêmes lieux, les mêmes personnages, tout le package est le même. La différence étant que lui a Ondin, Flynn, Ursula, quand nous, on va avoir Madame Médusa, Madame de Tremaine, Maui et Soyez prête. Et exactement. là où je trouve qu'en fait Rouge est un peu meilleur, c'est on peut se faire prendre de vitesse. Ça peut être un problème. Parce que Ondin, Flynn, Ursula, nous on n'a pas de quoi, on n'a pas de tour 1, on n'a pas de tour 2, bah là c'est la game est finie. À l'inverse, en fait, des parties où on a Rafiki, Pinocchio, donc on va pouvoir tuer la Ursula. On a le Fox pour aller gérer le Flynn, pour aller gérer le Ondin. En fait, Kit n'a pas trop d'effet contre nous. En fait, ça peut être Ouais, Kid, c'est très mauvais. Ouais. beaucoup plus compliqué pour lui. Et en fait, les versions avec Babidi, Bobby Boo sont, je pense, un peu meilleures. Parce qu'à partir du moment où Lapin se fait boucler sur Bobby Babidi Boo et pioche 5 fois, là, ça peut être compliqué pour Rougelet, voire perdu en Ouais. fait. Autant les versions beaucoup plus tempo, je trouve que c'est plus compliqué pour elles. Parce qu'en fait, on a énormément de personnages qui ont charge et qui du coup peuvent head bounce, charger, head bounce, charger. Et Ok. on prend moins en fait, on subit moins le côté tempo des N'écoute que moi qui nous renvoie des personnages en main. Parce qu'en fait, on va pouvoir proposer des Fox au tour 3, au tour 4, au tour 5 des Maui, tour 6 des Medusa, des Tremaine. Et en fait, Vert Violet, c'est un deck qui peut s'épuiser dans le cas où il joue beaucoup, il joue assez agressif. Bien sûr. Et du coup, ça va plutôt être vers une guerre de value. Et à la guerre de value, c'est souvent, je trouve, le meilleur joueur qui gagne. Ouais, et puis c'est le rouge aussi qui va gagner. En fait, tu as un Oui. point de non-retour qui va arriver dans la game, et si jamais tu dépasses ce point de non-retour avec vert violet, tu vas perdre la partie, parce que toute la partie rouge, notamment tes drop 6, vont Mm. t'écraser, reprendre le board et t'empêcher de finir au lore. Par contre, Ça. la partie explosive du vert, tout en ayant la gestion de main des Ursula, je trouve que ça peut être vraiment très impactant, ne serait-ce que pour aller chercher. En fait, quand tu joues contre vert, tes Friends on the Other Side, qui sont presque les meilleures cartes que tu peux avoir dans ta main de départ, tu es obligé de les ancrer Mm. si jamais tu veux pas te prendre Ursula. Be Prepared, si tu joues contre un très bon joueur de vert, à part au top deck, c'est dur d'en caler Ouais. un. Et quand bien même lui, il est capable de tourner autour en bounçant.
Enfin, vert violet, c'est pas un deck qui prend énormément le board à part en early game. Et Mm. si jamais il le fait en early game, il a déjà entre guillemets généré les lores dont Ouais, il avait c'est ça. besoin pour ensuite te finir à distance. En, en fait, c'est un Moi, je trouve match-up que le où match-up il est pas si facile, tu vois. non, non, il est clairement pas facile. Mais en fait, c'est un match-up où si on mulligan très agressivement, on trouve de l'early game. En fait, on peut se batailler en fait avec quasiment les mêmes armes que lui, voire des armes Ouais. plus puissantes, parce que lui il va Ouais, mettre des rondins, des fouines. si tu Mm. tiens l'early game qui t'a pas mis trop de lore d'avance, C'est tu ça. vas finir par la gagner. Mais si t'as mis 6-7 lore d'avance, Là, ça peut être compliqué, ouais. Tout à fait. tu commences un peu à en chier. Et en fait, moi, je vais même plus loin. C'est exactement les decks qu'on joue, nous, de notre côté. Moi, je joue avec PL, qui est le compare sur la chaîne, et avec mon associé. Et PL joue plutôt rouge-violet, moi, je joue plutôt gris-violet, Mm. et mon associé joue plutôt vert-violet. Donc, tu vois, on a un peu ce triptyque de gris-violet bat bien Ouais. vert-violet, qui bat bien rouge-violet, Ouais. et rouge-violet me bat bien moi, tu vois. Mm. Donc, en tout cas, c'est nous de notre ressenti, mais qui, encore une fois, il n'y a pas de stats, notre échantillon est très faible. Mais on commence à avoir un ressenti quand même qui a un peu de valeur. Et donc ça m'intéressait de te questionner là-dessus, quoi. Non, non, c'est très débattu. En fait, je pense que c'est un des match-ups dans le jeu qui se joue le plus au skill. Ouais. Peut-être même plus que le mirror, parce qu'en fait, le mirror, bah, tu as les mêmes cartes que ton adversaire, donc c'est compliqué quand tu fais des sorties en dessous de remonter. Alors que, Mm. comme avec Green Purple, on n'a pas les mêmes cartes, en fait, on va se battre avec différemment. Et là, je trouve que vraiment, c'est le skill qui prime. Même si on a toujours évidemment une partie de celui qui touche des lapins dans un mirror parce qu'il a de la pioche. Mais je pense que ça se joue vraiment au joueur qu'il y a derrière. Ok, bon, on a passé un peu de temps sur Violet-Rouge, mais c'est normal, c'est le deck que vous allez le plus rencontrer à Lille, donc c'était intéressant de pouvoir faire un gros focus dessus. On passe maintenant, donc du coup, à Rouge-Bleu-Objet, si Ouais. ça te va. Alors, au rouge-bleu, on a une decklist qui a beaucoup changé dernièrement. Hop. Ouais. Là, on était sur un deck qui voulait faire sa Fishbone tour 3, donc sa plume en forme d'arête, ancrer beaucoup, et poser du coup des soyez prêtes et des grosses bêtes. On a changé le plan de jeu, parce qu'en fait, on s'est aperçu que Fishbone, bah, ça prenait des cartes en main, et qu'en fait, rouge-bleu, c'est un deck qui avait besoin d'en garder. Et du coup, plutôt que d'ancrer toute sa main et de monter très haut en encre, on va adopter un plan de jeu qui se joue avec du coup je vole et avec bleu How lumière. far I will Ouais. go. Au far I'll go, yeah. Et donc avec bleu lumière. Et en fait, on va ramper tour 2, essayer de poser une grand-mère Tala tour 4, lui faire chanter au far I'll go, et pouvoir soyez prêt de tour 5. Ok, ce qui Et permet de réduire un petit peu la différence de win rate que tu peux avoir contre tes decks agressifs. exactement. Et en fait, le but, c'est du coup d'être plus rapide que Fishbone, d'être moins dépendant d'un seul objet qu'on peut se faire casser. Et en fait, bleu lumière fait du card advantage, parce qu'en fait, elle va nous faire ramper tout en remettant une carte de notre main, de notre choix, sur les deux premières. Et en fait, ça permet de mettre plus de board en early, de ramper moins fort, mais de continuer à avoir des cartes en main, et d'arriver dans un mid-game avec 4, 5 cartes en main, ce que la version Fishbone ne fait pas. La version Fishbone, elle va arriver en mid-game avec 2 cartes en main, et plus d'encre. Et, Ok. et du coup, on a une version qui est moins sensible à aggro, même si ça reste très très dur. Ça, pour le coup, il n'y a pas trop de débat. Mais qui, par contre, est bien mieux qu'on des decks gris en milieu de partie, en fait. Ok, on a toujours des win qui sont assez faibles contre aggro et tempo. On le voit hein, Voilà. notamment contre Humber Amethyst, qui est peu représenté mais qui va exister. C'est quasiment ingagnable. Par contre, vous avez rehaussé pas mal d'autres match-ups. C'est ça. Par Il y contre, a... Save G, rendons-lui les honneurs. Oui, bien sûr. Quand je dis vous, c'est Oui. le hive mind, la conscience collective qui travaille sur les listes de l'Orcana. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec bleu-rouge, c'est le nombre de non ancrables et le deck peut pas y couper. Tu es obligé d'avoir autant de non ancrables. Là, j'ai une liste sous les yeux qui monte à 23, qui est la liste notamment qui a performé là, sur le dernier gros tournoi BO2 sur Pixelborn. Et 23 non ancrables, ça te donne quand même des mains qui sont parfois vraiment exécrables et ça te rend encore plus sensible donc du coup aux séquences tour 2 ce rêve bleu chanté par une reine qui là fait complètement exploser ton deck. Il faut savoir que ce deck là en fait il existe que parce que le mulligan de l'Orcana est permissif. C'est-à-dire qu'avec un mulligan Magic, ce deck-là peut pas exister. Il est construit d'une manière où tu as tellement de late game et de cartes non ancrables qu'on pourrait pas jouer ce deck-là si on n'avait pas la capacité de relancer toutes les cartes de notre main au choix. Et donc du fait, quand tu prends tour 2, ce rêve bleu, ce que tous les joueurs d'Amber Steel vont faire contre toi dès qu'ils ont vu ton deck à la game 2, ou en tout cas, ils vont essayer en tout cas de le setup et d'aller le chercher au mulligan, mais ton deck, il explose. Tu vas repiocher une main qui est En fait, injouable. même
en fait, s'ils l'ont à la game 1, parce qu'en fait, ils vont voir du bleu. En fait, le rêve bleu tour 2, c'est Ouais, mais une bonne sortie. ils vont pas forcément aller le chercher, tu vois. Et c'est ça, mais s'ils l'ont, ils le feront, parce qu'en Ah, fait, bien sûr, ouais. tous les decks bleus subissent ce rêve bleu tour 2. Parce qu'en fait, ils vont perdre leur rampe, souvent qu'ils ont gardé au mulligan. Mais du coup, oui, c'est un gros point du jeu, c'est qu'en fait, on peut mulligan agressivement assez facilement pour trouver ce qu'on veut. Et en fait, des decks qui ont besoin de faire des bonnes sorties, mais qui sur des bonnes sorties sont très puissants, sont avantagés. L'exemple est Amber Steel, du coup, et Rouge-Bleu, qui ont besoin d'avoir des bonnes sorties curvées, donc le jeu vol, le How Far I'll Go, mais qui du coup, sur ces sorties-là, sont quasiment imbattables. Sauf par Alors, certains decks, pour le coup, là, aggro peut quand même se frayer un chemin. je trouve que sur un tournoi comme Lille où tu vas jouer 9 rondes de BO2, tu as un pourcentage de games sur lesquels t'as pas la main et que tu vas perdre tout seul. Et je sais pas à quel point ça doit être pris en compte dans la décision de jouer ou pas le deck. Je sais pas vraiment. Nous, en tout cas, les joueurs qui ont joué rouge-bleu pendant le The Pack en sont sortis très mécontents. En fait, on Ok. sent que le deck est vraiment fort et a des match-ups très positifs, mais à l'inverse, Ouais. tu as des match-ups très négatifs. Et quand tu arrives sur les fins de tournoi, qu'en fait, c'est les games qu'il faut absolument que tu gagnes en BO2, Hmm. parce qu'il te manque le 2-0 et que tu vas taguer Artabax qui joue vert-violet, tu vas taguer Ouais. là Bjornfod qui joue violet-jaune, et en fait, qui joue des decks très tempo, qui ont réussi à se frayer un chemin, bah en fait, c'est un deck où tu sais que tu ne peux pas gagner. Tu sais que tu arrives à ce moment-là et que même par un miracle, il y a peu de chances que tu gagnes. C'est un deck sur lequel je trouve t'as pas tout le temps la main. T'es pas tout le temps maître de ton destin quand tu joues ce deck-là. Et bah, si t'es un bon joueur, je sais pas si c'est sur ce genre de deck que t'as envie de te positionner. Bah, je sais pas vraiment, sachant qu'en plus, là, du coup, comme je disais tout à l'heure, le win rate avec rouge-violet, bah, en fait, il est toujours un peu compliqué pour rouge-bleu. Il s'est amélioré, mais c'est pas donné non plus. Ce Ok, qui fait qu'en fait, t'as contre le deck le plus représenté du field, bah, en fait, t'es plutôt à 50-50. Et d'accord. parce qu'en fait, le paquet. En fait, en général, le paquet de violet peut t'arnaquer. Parce que on part très vite avec soit avec du gris, donc avec des semis, des semis et des robins, soit de l'autre côté avec des Cusco, avec des mini surfeuses qui vont du coup te mettre des menaces qui sont très dures à gérer, parce qu'en fait, soit ça pioche, soit ça évasif. Et en fait, l'adversaire peut gratter un peu ce lore et finir juste avec des châteaux qui sont assez durs à gérer pour rouge-bleu. Parce qu'en fait, un château, c'est forcément un Maui qui doit partir. Donc on accepte de ne pas gérer le board. On va gérer juste le Ouais. château. Et à l'inverse, gérer des chèvres avec des boons, mais en fait, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on faut juste aller plus vite que l'adversaire, mais rouge-bleu le fait assez mal, tant qu'il n'a pas d'ime. Et poser dime, c'est prendre un tour pour juste ne rien faire pour l'aurer. Et en Ouais, fait, bien le sûr. deck peut se faire prendre de vitesse par beaucoup de decks. Ce qui rend le deck très très fort contre des personnes qui ne sont pas forcément très averties du match-up, qui vont arriver en se disant je joue rouge-violet, je vais garder un plan de jeu contrôle. Là, c'est impossible de gagner pour rouge-violet. Ouais, tout à fait, ouais. Mais à Bah, t'as l'inverse, le plan Lucky Dime qui a invalide totalement ce plan de jeu, quoi. et à l'inverse, en fait, on sait que des tournois comme Lille, dès qu'on va arriver sur des tables assez hautes, en fait, on sait ce que les gens jouent. Parce qu'en fait, l'info est partagée, ça discute à droite à gauche, Oui, surtout on le si vous venez en team, les gens vont regarder se partager l'information, ce qu'on appelle le scouting, et c'est pas C'est ça, interdit. Donc, exactement. En fait, quand tu finis ta round, tu vas regarder ce que les autres jouent, de toute façon. ouais, Et, surtout quand t'es dans les hautes tables. Tu vas pas faire ça si t'es dans les petites tables, mais effectivement, les exactement. hautes tables, tout le monde sait ce que les gens jouent. Donc en fait, ton rouge-bleu peut battre des rouges-violets sur le début du tournoi, mais à la fin, on sait que tu joues rouge-bleu et les rouges-violets vont mulligan très très agressivement. Et du coup, en fait, c'est un match-up qui peut être assez compliqué. Et sur le deck le plus représenté, moi je trouve ça dur. Ça fait partie des decks que j'ai le plus de mal à estimer. J'ai l'impression d'être biaisé et de pas beaucoup l'aimer. Peut-être C'est un sentiment qui est partagé. peut-être que je l'aime pas pour des mauvaises raisons, mais ouais, en tout cas j'ai l'impression que si jamais je me ramenais avec ça, je vais perdre des games tout seul et c'est vraiment pas ce que j'ai envie sur un tournoi. Mais pourtant ses résultats parlent pour lui, tu vois, il est quand même très présent dans les tops. Il y a des gens qui ont de très bons résultats avec. Voilà, à voir. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est que je trouve que le deck est un peu téléguidé. Et Ouais. le deck, en fait, n'a pas énormément d'options en main possibles. Et va souvent faire ok un peu de micro-décisions sur les Algo, sur les. Comment ça Oui, s'appelle c'est pas très dur à jouer, c'est un bon deck pour C'est débuter, ça. pour le coup. En fait, le plan de jeu, c'est un peu toujours le même. Ça va être plutôt de la micro-gestion sur est-ce que à tel moment je préfère Scar ou je préfère Soyez prête. Est-ce qu'à quel moment il faut que je claque le Soyez prête ou je peux attendre un tour. Mais ça reste. En fait, comparé à du Amber Steel, du Rouge-Violet, qui sont des decks où en fait, il y a beaucoup de micro-décisions pour faire de la value. En Bien fait, sûr. Rouge-Bleu n'est pas puni par le fait de ne pas faire de value.
Parce qu'en fait, on a Hmm. juste des grosses bêtes qui vont nettoyer le terrain en boucle. Tu peux rattraper cette perte de Exactement. value, tu peux corriger ton erreur parce que l'écart de puissance que tu vas créer en jouant tes cartes est tellement gras que tu vas rattraper les petites pertes de value sur des mauvais trades, quoi. Exactement. Si tu as mal tradé le board de ton oppo mais que tu lui fais bi-pré-perdre pour tuer tous ses personnages, c'est pas très grave, quoi. Donc c'est un deck qui est effectivement, pour les points forts, plutôt pas trop difficile à jouer, qui est bien capable de rattraper les erreurs, et surtout, si on doit lui donner un vrai avantage, c'est le seul deck qui explose de manière assez nette les decks Amber Steel. Et si Mm. on théorise que Amber Steel, finalement, c'est le boss final du Ouais. jeu, bah, t'as le deck qui est le mieux positionné contre Amber Steel. Mais comme on est dans un metagame qui est très ouvert, avec une partie très compétitive, mais aussi une partie de joueurs beaucoup plus casual, je Mm. pense pas que Amber Steel soit si représenté. Par contre, si demain on avait un tournoi d'un level d'un Pro Tour, je sais pas, Flesh and Blood ou Ouais. Magic, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'Amber Steel. Mais vraiment Moi, je trouve que énormément c'est plus. l'inverse. Au contraire. Je trouve pardon, Amber Steel, c'est un deck qui en fait est représenté beaucoup par. C'est un deck qui est très apprécié. Parce qu'en fait, il est très agréable à jouer depuis le set 1. Et en fait, dès qu'on va Ouais. en boutique, en fait, il y a énormément de joueurs d'Amber Steel. D'un peu tous les niveaux. Et, et c'est pour ça que Rouge-Bleu est fort dans des méta assez. Dans des méta locales. C'est ça. En fait, dans des méta locales où on connaît le niveau et le niveau de jeu moyen est assez bon, on a l'exemple, bah, on a eu, je pense, un des tournois Stitch avec le plus gros niveau en France, c'était Plane BNF, Ouais. où on avait pour le coup des gros joueurs. On était 64, je pense qu'on avait 40 joueurs compétitifs, peut-être 30 ou 40, ou en tout cas qui Hmm. venaient avec des prétentions compétitives Ouais, en bien sûr, s'étant ouais. entraînés et vraiment avec des decks ultra méta ou alors du deck build mais qui se veut ultra méta, qui veut. Parce que on a toujours la même chose. En fait, on a deux types de deck build. Tu as le deck build où tu vas tenter des choses pour t'amuser, pour essayer de comprendre. Bien Et on sûr. a du deck build compétitif qui en fait sont des decks qui n'existent pas forcément, mais qui attaquent une méta ciblée très bien. Et en fait, on pourrait un peu rigoler en croisant ce deck en tournoi, mais en fait, c'est un deck qui a été fignolé pour attaquer une méta ciblée et qui du coup peut être très bon malgré en fait un deck qui ne l'est pas en lui-même. Hmm. Fait pourtant des bons résultats. Et du coup, à Plane BNF, on a eu le cas de énormément de Silksong. D'ailleurs, dans le top, c'est la majorité. Je crois qu'on en a 3. Et D'accord. en haut de table, ce n'était que des Silksong. Et en fait, les rouges. Et en fait, on a eu assez peu de rouge-bleu, étonnamment. Ouais, alors Et que ça serait bien positionné dans c'est ce ça. metagame-là. Et en fait, on a eu énormément de bons joueurs qui, du coup, ont ramené aussi rouge-violet. Et en fait, les rouges-violets se sont fait éclater par les flûtes, moi le premier. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec en haut soit des discards, soit des Steelsong. Parce qu'en fait, le Ouais. match-up discard, il peut très bien arnaquer Steelsong en lui discardant ses chansons et juste gagner la partie. Et on a eu des gris violets. Parce que gris violet, c'est un deck qui s'adapte beaucoup à un peu tout. On en parlera Oui, juste. c'est c'est le deck moyen partout, Ouais, c'est gris-violet. ça, c'est un peu comme rouge violet, c'est un deck qui peut Mais un peu tout battre. c'est Et pour ça que c'est un peu mon propos. Si jamais on était sur une scène purement professionnelle où tout le niveau de jeu était très lisse, mais très très élevé, euh, les gens auraient tendance juste à aller sur sur le deck qui fait les choses les plus puissantes. Et évidemment, en BO3, ça aiderait quand même un peu plus pour se positionner. Et franchement, Humbersteel, c'est quand même le deck qui fait les trucs les plus débiles, quoi. mais Alors que si ah, tu te prépares un peu pour Lille et que tu fais des games sur Pixelborn et que tu as un niveau de jeu moyen, franchement, tu vas perdre avec Humbersteel, quoi. c'est ça. Mais Amber Steel, on a mis 10%, mais honnêtement, je pense que ce sera plus. D'accord, En ok. fait, j'attends de voir à quel point rouge-violet est représenté. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent que en fait, bah, tout le monde le joue. Donc c'est peut-être pas en fait le bon métacall. Parce que comme on Hmm. disait, tout le monde va essayer de s'adapter. Et en fait, je pense qu'il y a des decks qui seront beaucoup plus hauts dans ce truc, enfin dans le tableau, et Amber Steel en fait partie. Je pense qu'il y a un monde où Amber Steel est plus haut, et à l'inverse, des decks D'accord, peut-être ok. comme Mufasa ou Bleu-Gris peuvent être un peu plus bas. D'accord, Pareil, ok. on a mis Gris-Violet à 10%, vert violet, je pense que vert violet ce sera moins que ça. Oui, vert violet, ça sera moins que ça, parce que pareil, c'est un deck qui a la réputation d'être très dur à jouer, qui a certains match-ups qui sont compliqués. Control Boon, c'est sûr que ça sera 25. Genre, ça peut pas être moins en tout cas. Ouais, je suis Enfin, d'accord. peut-être un peu plus. En tout cas, si dans ce cas-là, ta théorie se révèle être vraie Mm, et qu'il y a plus de 10% d'Amber Steel, plus le ratio d'Amber Steel monte, plus c'est favorable pour le rouge objet. c'est ça. Mais il faut voir. Parce qu'en fait, sur un tournoi comme Lille, par contre, le problème qu'on a, c'est qu'on a énormément de joueurs dits entre gros guillemets casus. Donc des joueurs qui vont venir en fait pour s'amuser, parce que c'est un gros événement Lorcana. Tout à fait, c'est un C'est- open, c'est ouvert pour ça, et vous avez bien raison de venir ouais, si vous êtes casu c'est d'ailleurs. ça. Et vous faites bien. Mais du coup, on a c'est une partie de cette population qui, du coup, comme on le disait, joue aggro. Et en fait, des decks agressifs contre rouge-bleu, bah en fait, bah, c'est free win pour aggro.
Parce qu'en fait, rouge-bleu Ouais. ne peut juste pas concurrencer la rapidité du deck. Et c'est le problème de rouge-bleu. C'est qu'en fait, si tu commences par te faire arnaquer tes 3 premières rounds, en fait, ça peut être très très dur. Ouais, ouais. Oui, Là où oui, à l'inverse, si complètement. tu tombes sur des match-ups gris, c'est très très simple en fait. Ah, c'est difficile de le positionner. Il est tellement. Je pense qu'en fait, il y a que les experts de ce deck-là qui adorent le jouer, qui vont le ramener. Mais je crois pas que ce soit un deck que les gens vont pick par Metacall. Je pense que les gens Ouais. vont ramener bleu-rouge parce qu'ils aiment le deck. C'est fort possible. En tout cas, les gens chez nous qui ont voulu le prendre par Metacall en sont revenus et sont revenus sur d'autres choses. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Je suis même pas sûr que ce soit un deck qui bénéficie tant que ça du BO2. Non, parce qu'en fait, il est bien meilleur sur le play. En Ouais. fait, on a l'exemple hein, contre rouge-violet. Vous allez, en fait, avec rouge-bleu, souvent c'est un 1 ou un 2-0 pour rouge-violet, parce qu'en fait, vous allez perdre la game sur le draw, sur celle où vous êtes de second, et vous allez gagner celle où vous êtes premier. Ouais, ok. Ok, très bien. Bah écoute, on peut passer à la liste suivante. Blue Steel Ouais. Cogwars. Bon, cette liste-là, en toute honnêteté pour tout le monde, je ne vous la recommande pas. En fait, c'est une liste qui est très bonne, mais qui est monstrueuse de skill, un peu comme vert violet. Et en fait, c'est une liste qui se joue complètement différemment en fonction de la liste que vous avez. Et en fait, elle dépend beaucoup de vous. Et c'est une liste qu'il faut que vous fassiez un peu vous-même, en fait. C'est toute la complexité de bleu-gris. C'est que j'imagine que là, du coup, t'as la liste de Kylian. Ouais, Ouais. exactement. Qui est ton teammate, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est mon meilleur ami. Et en fait, Kylian, ce petit malin, en fait, il joue le deck depuis 9 mois maintenant. Depuis la sortie du jeu. 9 ou 10 mois, si je me trompe pas. Et c'est une liste qui a été travaillée pile selon ce qu'il veut faire avec le deck. Donc là, c'est une liste très combo, mais avec beaucoup de cantrips. Donc les cantrips, c'est des choses Ouais. qui pour un nous font piocher un. Donc là, on a les 3 Develop Your Brain, on a No Nothing to Hide, parce qu'on veut aller vérifier ce que l'adversaire peut nous proposer pour s'adapter. Et c'est une liste qui du coup est très très combo, qui va assez peu gérer le board en fin de compte, et qui va essayer de gagner en mettant des Beldheim et en faisant des 10 de l'or assez vite, et qui Ouais. peut jouer hmm, un espèce de plan de jeu contrôle avec les tuant la bête, contre des decks assez agressifs, et qui a l'avantage d'être très bien contre Gris, parce qu'en fait Gris ne peut pas interagir avec nous, dû au Cogwars, donc au Big Ben. C'est une liste qui est en fait assez bonne dans le metagame, mais qui peut en fait très facilement faire des mains très bizarres, ou comme on Ouais. le disait, en fait des mains, ça reste un des combos, donc c'est des mains où la combo en fait n'est pas téléguidée, parce que la meilleure sortie étant Fishbone, arriver à faire Belle, ancrer sa main, Belle, Dime et à faire 15 de l'or au tour 7. Enfin au tour 6, pardon. Ouais. Mais en fait c'est une sortie qui est ok quand elle est là, très forte, mais le reste du temps il faut un peu boui-boiter avec des rêves bleus. Souvent on va pas rêve bleu parce que l'adversaire n'a pas de carte en main, donc on va juste piocher avec des Flavor Sham. Et en fait c'est beaucoup d'arbitrage à droite à gauche pour en fait, j'ai envie de dire, pas grand chose. C'est Ouais. une liste qui est forte, mais qui est pas beaucoup plus, qui est pas plus forte que les autres, tout en nécessitant une complexité qui est pour moi peut-être trop haute en fait pour le Ouais, deck. c'est très difficile à jouer, moi c'est ce que je lui reprocherais. Je pense que si les gens ont un excellent niveau de jeu et connaissent très bien le deck, c'est quand même un pick qui est quand même relativement safe. Ça n'a pas de match-up exécrable, je trouve. À part rouge Ça bleu. va... Ouais, voilà, Par contre, rouge à bleu c'est part vraiment rouge-bleu. compliqué, mais Ouais, tout le ouais, reste du temps c'est très ok. c'est très ok contre quasiment tout le reste du metagame. En tout cas, c'est capable d'écraser les midranges parce que ça propose des choses plus fortes. Ça se défend bien contre aggro parce que tu as du gris. Donc, tu es le gars qui écrase les midranges mais qui se démunit pas totalement contre les aggros. Ce que rouge-bleu fait très mal. Par contre, rouge-bleu, à l'inverse, lui, il t'écrase. Mais comme rouge-bleu, c'est pas une part très Mm. importante du méta. Honnêtement, moi, je le trouve très dur à jouer ce deck-là. C'est pour ça que je le joue pas. Mais si jamais j'avais temps infini et que je m'estimais très très compétent en termes de niveau de jeu, je trouve que c'est un choix que je pourrais estimer assez safe pour l'Orcana si t'es très sûr de. Enfin, pour le tournoi, si t'es très sûr de tes En compétences, fait, quoi. là où il y a aussi une grande chose sur la decklist, c'est qu'en fait, genre, on l'a mis positif contre rouge-violet, parce que je pense que c'est légèrement positif. Je pense que c'est le cas, ouais. La chose est que c'est légèrement positif si vous jouez parfaitement le deck et que vous savez à quel moment spread le board, à quel moment ne, Ouais. enfin étaler le board, à quel moment ne pas le faire, à quel moment rêve bleu, à quel moment Flavor Sham. Et en fait, du coup avec Kylian, on a des centaines de games d'entraînement dans le Mirror tous les deux. C'est d'ailleurs, je Hmm. pense, le deck adverse qu'on connaît le mieux. Et, euh, et c'est aussi pour ça que le win rate est aussi haut contre Rouge-Violet. Parce qu'en fait, c'est des games qui sont très très serrés et qui, pareil, de la même façon que pas mal d'autres match-up, en fait, si Bleu-Gris fait une erreur, la game est finie. Ouais, En ouais. fait, au moindre.
moindre spread de board un peu trop gros, le soyez prête qui tombe, on part à l'aventure avec telle chose, ah bah Maui et la gamme elle est finie. C'est pour ça que c'est en fait à niveau équivalent bas, je pense que Rougelet est largement devant, et à niveau équivalent haut, Bleu-Gris est légèrement devant, mais on Ouais, est ouais. sur du détail de stats. Pour... Ça demande un niveau de compétence pour piloter bleu-gris Ouais. dans le match-up Mm. violet-rouge qui est plus élevé que ce que ça va te demander en violet-rouge pour gagner ce match-up. Donc c'est-à-dire que C'est ça. Ouais. ta pente, elle est un peu plus ardue si on reprend un petit peu Mm. l'image de la Ouais. montagne. Ta pente, elle est un peu plus raide quand il s'agit de monter au sommet du deck bleu-gris, ce qui en fait pas un très bon choix pour les nouveaux arrivants, pour les joueurs plus casual, les gens qui veulent plutôt se détendre, mais ce qui par contre en fait un pic assez safe, je trouve, Ouais. quand tu es juste très fort au jeu, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que là, on commence à être à 2 semaines et demie de l'île, et en fait, on est sur un moment où on peut pas réapprendre un deck Non. complètement. Et ou alors on peut, mais sur des decks assez simples. Et en fait, gris-bleu en fait pas partie. Il y a un autre truc que je trouve difficile à appréhender dans ce deck, c'est que des fois il a des plans de jeu qui vont dans le sens opposé. C'est quand même un deck qui joue Flavorsham objet pour piocher plein de cartes, mais qui joue au Wall New World. Et c'est le seul deck qui joue Wall New World, quand bien même il n'a pas forcément envie de vider sa main. C'est un deck C'est qui ça. est, par certains aspects, un peu contrôle, mid-range, qui est capable de générer beaucoup de value, mais qui, de temps en temps, a quand même envie de chanter Wall New World, qui est censé être plutôt un argument de deck aggro pour avoir de la résilience dans les parties. Et ça, être capable de ne pas jouer tes Wall New World, de les jouer au bon moment. En fait, déjà, c'est une carte Wall New World où il faut être très compétent au jeu pour jouer cette Ouais, carte-là. c'est ça. Et donc, en plus, la jouer dans un deck qui peut avoir des plans de jeu qui vont à l'opposé, ce qui te donne encore plus de choix sur le moment de jouer ton Wall New World, je pense que c'est là aussi où réside la complexité du deck, quoi. C'est ça. Et en fait, sur quoi ancré, c'est toujours quoi ancré. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un peu comme Rougelet, c'est un deck qui a énormément de solutions à plein de problèmes, Ouais. mais qui peut pas tout proposer. Il va falloir faire des choix. Et en fait, ces choix-là sont assez durs. Pas facile. Donc, du coup, point fort, c'est quand même relativement. Ça souffre pas énormément du Go second, Non, pour ça, le pour le Go coup, ça 2. ne. Ça, à part contre Rougelet, où le Go second est un peu dur, Ouais. sinon le reste, C'est- c'est c'est- très très ok. ça a des match-ups qui sont plutôt globalement bons. Hmm. Point faible, c'est un deck qui est pas facile à jouer, quoi. Voilà. C'est ça. Et qui peut un peu manquer de stabilité. Ok, ça En peut fait, manquer. Bah, déjà, dès que tu joues Fishbone Quill ou tu as besoin de la ramper, ouais. stabilité, elle part pas forcément de la rampe, parce qu'en fait, avec Mickey et Fishbone, on va la trouver. Le problème, c'est qu'en fait, des fois, bah, on va pas trouver de flavor, et on va être obligé de survive bleu. Et en fait, c'est pour ça que c'est un peu trompeur. C'est qu'en fait, on pourrait se dire que la liste est ultra stable, parce que survive bleu et flavor, donc on a toujours de la pioche. Hmm. Parce qu'en fait, souvent, on n'a pas envie de survive bleu. L'exemple Ouais. étant que contre rouge-gelé, où tu n'as surtout pas envie de redonner une main à Non, mais rouge-gelé. jamais, ouais. Et le problème, c'est que des fois, t'es obligé, parce que sinon, bah, tu n'as juste pas de pioche. Et le fait de se faire survive bleu fait qu'en fait, tu as l'impression d'avancer dans ton plan de jeu. Mais en fait, tu redonnes des armes à ton adversaire. Donc c'est pour ça que ça peut être très compliqué sur plein de points, et que la stabilité, elle est assez fausse, en fait, je trouve. Le deck est stable, mais à un certain point. Ouais. En fait, quand tu es derrière, tu vas devoir Wall New World, mais dans ce C'est ça. cas-là, tu redonnes les arbres à ton adversaire pour te laisser derrière, et donc ça te demande d'essayer de remonter les boards, et tu as toujours l'impression de courir derrière ton adversaire. Moi, honnêtement, j'ai testé, hein, j'ai essayé de jouer bleu-gris. J'ai pas le temps de jouer Ouais, assez pour prendre en compte ce deck-là dans mes choix, quoi. c'est ça. On passe sur Mufasa. Ça devrait aller plus vite pour Mufasa. Bon. Mufasa, moi je trouve c'est un assez bon deck, mais c'est Ouais, ultra polarisé. oui. Parce que les decks gris, on va proposer des plus grosses bêtes qu'eux. Le problème étant qu'on peut se faire avoir à la tempo. Donc des decks comme Flûte qui peuvent juste nous gagner à distance, c'est très compliqué. Rouge-bleu qui propose les mêmes bêtes que nous, mais avec une accélération qui est plus forte, ça va être compliqué. Ouais. Et Discard, c'est très compliqué, parce qu'en fait Discard va juste nous agresser plus vite que nous. En fait, Mufasa, c'est un deck qui est très lent. Parce qu'en fait, les deux, il n'y a pas de tour 1 déjà dans le deck, ou alors il y a Pluto, qui est un assez mauvais tour 1. Ouais. Il y a des Et listes avec ou sans. Là, on a une liste avec 3 plutôt, mais honnêtement, j'ai vu beaucoup de listes sans. les meilleurs joueurs actuellement qui se sont mis sur le deck, Dicandio, on a qui? On a Zepha qui est sur le deck, on a Just Gary qui est sur le deck, donc un collègue à moi, et un ami. En fait, on a tous ces gens-là qui essayent de jouer Mufasa, et qui en fait ont des listes genre, très évasives ou très contrôle, qui essaient de tester un peu tout, mais et qui ont des très bons match-up contre certains, mais par contre qui n'arrivent pas à passer les autres. Et en fait, on a une liste évasive qui va être très bonne contre Rouge-Gelé, qui va être très bonne contre Bleu-Rouge, et qui va être assez bonne contre des decks gris assez lents, mais en fait, qui va se faire battre du coup par des decks comme Silsong. Et à l'inverse, on a des decks où on va faire juste des gros tons, donc on va faire des Mufasa très tôt dans la partie, essayer d'avoir des surfeurs, des maléfiques dragons,
Et là, en fait, ces versions-là vont battre gris, mais vont avoir beaucoup plus de mal contre d'autres decks comme rouge-violet. Ouais. Moi, j'ai un peu une take sur ce jeu. Mhm. J'ai l'impression que c'est un des decks qui est le plus fort sur le play. Genre, C'est ça. en fait, la différence de win rate entre ton play et ton go second, et vraiment, le delta est super large. Bon, je crois que c'est Dif- 9% de différence. Ouais, Quelque chose mais comme ça ça. me 9 ou choquerait pas que 10. ça soit le deck du format qui souffre le plus de ça, peut-être avec bleu-rouge aussi, tu vois. Enfin, pas 10, pardon, le double du coup, parce que c'est 40, 60, du coup, c'est plus 20% de delta. Enfin, 20 Et, points, ça fait beaucoup. et donc, du coup, en BO2, où forcément tu vas tu vas pas commencer une seule. Mm. Enfin, tu vas commencer une game, mais tu vas aussi en laisser une autre, et t'as pas le BO3 pour chatter au dé et commencer 2 games et Mm. gagner ta ronde. Bah, je sais pas à quel point c'est un bon choix. Par contre, autre avis que j'ai sur le deck, je pense que si tu as un niveau de jeu très très faible à l'Orcana et que tu veux faire le meilleur résultat possible, je pense que c'est probablement le meilleur deck. C'est un deck qui fait pour le coup, lui, aussi des, des sorties autopilote où le. Ouais, et des trucs très puissants C'est surtout. ça. Plutôt Doc, Mufasa, ça reste une sortie qui est trop forte. Exactement. Et du coup, c'est pour ça. C'est un deck que, ouais, pour le coup, je recommande à des gens qui ont pas forcément le temps, qui ont pas forcément le niveau de jeu, qui ont pas forcément envie de mettre l'implication, mais qui ont envie de, pas, enfin, de faire de plutôt parfait. Ouais, Et c'est l'inverse de bleu-gris. Si tu t'estimes moins fort que la c'est ça. salle, joue Mufasa, quoi. Mufasa, c'est assez bon, c'est assez fun à jouer. Moi, je suis pas très fan, mais c'est poser des grosses bêtes. Bon, il y en a qui aiment. Et ce que je comprends. Et c'est un deck qui est assez apprécié et qui est pas à oublier. Qui est, je trouve, pas le meilleur metacall pour l'île, mais qui s'entend complètement. C'est pas ridicule contre Ruby Améthyste. Et en ça en fait quand même un choix qui est assez safe, moi, je trouve. En fait, contre Ruby Amethyst, ça va beaucoup dépendre de la sortie. Mais on a des sorties où on propose pas grand chose et malheureusement on va être assez lent. Mais des sorties où Hmm. en fait on fait des Mufasa tour 3, on fait des Tremaine, des Medusa, on va pouvoir gérer les minions insaisissables, on va juste poser des plus gros tons que l'adversaire. On a rouge pour aller chercher les châteaux. Et à partir de là, en fait, bah, on peut complètement se débrouiller. Réponse Gothel, ça fait énormément de cartes advantage, donc on peut dépasser rouge-violet sur ça. Et on peut juste l'avoir à la value en fait. Ouais, donc, du coup, point fort du deck, c'est très fort sur le play. Et donc, Ouais. si tu arrives à gagner quasiment toutes tes games sur le play et que tu arnaques quelques games sur la draw, bah, tu vas quand même faire des points tout au long de ton tournoi. C'est pas très très dur à jouer. Point faible, qu'est-ce qu'il Ça a peut comme être lent. vrai. Ça peut être lent. Ça peut C'est être le lent, point ok. faible du deck. C'est que il y a des sorties où c'est lent et on rame. Et en fait, quand on n'a pas d'accélération, tu sens que tu joues des choses moins fort que les autres en fait. Ok, ouais, t'as l'impression aussi d'être un peu. Ouais, t'es derrière, tu Ouais, rattrapes pas le board. c'est Si ça. ton oppo il te prend de vitesse, toi tu joues tes pâtés, mais ton Mm. oppo il aura fait les 20 lore avant que tu fasses Ouais, des bêtises. c'est ça. Ok, mais ça a l'air d'être un choix qui est probablement plus judicieux que ce qu'il en a l'air, je trouve, en Oui, fait. je suis d'accord. Et si tous les meilleurs joueurs sont sur le deck, c'est qu'il y a une raison aussi. Ouais, ouais. Mais il suffit juste de le. Si vous avez jamais testé, allez sur Pixelborn, vous prenez. Parce qu'il y a un peu ce truc de. Il y a plein de gens qui voient Mufasa et qui essayent même pas. Tu Ouais. sais, on a souvent pensé que c'était un deck un peu troll, un peu Mm. fun, un peu junk, si jamais je fais un parallèle avec Magic. Mufasa roulette, on l'appelait, ce côté un peu casino que les gens aiment bien pour le spectacle et le divertissement. Prenez-le, faites quelques games. Il y a cette sensation quand même des fois de juste, sans avoir la moindre prise de décision, curver tes cartes les unes après les autres et sentir que tu fais des choses plus puissantes que ce que propose le Il faut pas metagame. oublier une chose qui est importante, c'est qu'à Lille, on va potentiellement jouer pour le moment 9 rounds, peut-être plus. Ouais. Et qu'en fait, bah, c'est fatigant. Et que Mufasa, c'est pas fatigant. Si tu Enfin, vas avoir un peu de repos mental, je dis pas que c'est totalement no-brain c'est ça. autopilote. Les meilleurs Ouais. joueurs, ils vont quand même avoir des lignes de play qui sont supérieures à la moyenne. En Mais fait, c'est quand même le deck qui va te demander le moins de taxes mentales, le moins de ressources mentales pour être piloté à bon niveau, je trouve. En fait, c'est plutôt dans le sens, c'est pas que c'est reposant, c'est qu'en fait, il y a des games où on n'aura pas besoin de réfléchir parce qu'on va sortir tout droit, Exactement. et des Qui sont games où on toutes pourra se droites. concentrer, du coup, qui sont les games un peu durs en fait. Et c'est ça qui peut être important sur certains decks, c'est qu'en fait, l'avantage d'avoir des très bons et des très mauvais match-up, c'est qu'au très bon match-up, on sort tout droit et on gagne la game. Au très mauvais Ouais, match-up, on peut commencer à réfléchir, essayer de prendre une des games en fait sur les deux. tout à fait. Et Et c'est vrai que si ce deck-là, il fait beaucoup de 2-0 et après que des 1-1, mais qui prend quasiment jamais 0-2, bah, je sais pas si ça serait pas un très bon taux de conversion aujourd'hui, ce Mufasa. Moi, je mets une petite pièce sur ce deck-là, quoi. alors, je sais pas à quel point il y en avait dans The Pack, enfin le taux de conversion entre le nombre qu'il y avait au début du tournoi et le Aucune nombre en idée. top 16, parce qu'on a un seul Mufasa en top 16, mais c'est pas rouge-jaune, c'est rouge-violet, Ouais. c'est jaune-violet. Mais je pense que c'est un deck qui est. Et en plus, qui s'adapte. En fait, il y a un certain nombre de listes. Et en fait, on peut le tecker très facilement pour surprendre l'adversaire. En fait, on Ouais, a là, un. on a des listes très évasives en ce moment. C'est ça, on a aussi des listes très. Enfin, pas contrôle, mais avec beaucoup de gestion de board. Et ça dépend beaucoup. Et en fait, l'adversaire ne peut pas s'attendre à ce que vous jouez.
Ouais, bien Parce que sûr. les deux existent et elles sont en fait assez peu représentées. Et les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre Mufasa. Ouais, et puis tu peux pas savoir dès ses premiers plays C'est ça. la version qu'il a. Ok, donc pareil, difficile à positionner. En tout cas, voilà, si jamais vous avez les finances, parce que le deck est très cher, Oui, et, par contre, c'est euh, le deck le et, plus cher du jeu. et pas énormément de temps pour vous entraîner, mais que vous avez envie de passer un bon tournoi. Quand je dis passer un bon tournoi, c'est gagner, hein. Euh, alors, pour plein de personnes, ça n'a pas forcément de valeur, mais pour d'autres, c'est vrai que passer la journée à faire des défaites, ça peut être un peu frustrant. Je pense que Mufasa, ça vous donnera quand même un certain socle de victoire. Un peu. C'est jamais facile une victoire à l'Orcana, surtout ça dépend de vos adversaires. Mais globalement, il y a juste des sorties où ton oppo il court derrière et il peut pas te rattraper, quoi. Et t'as pas tellement à réagir à ce qu'il fait. Juste c'est toi qui développes ton plan, quoi. C'est ça. Ok, prochaine liste. Là, on arrive sur une liste qui sera pas mal populaire, je pense. Discard aggro, donc notamment la version du gagnant du dernier tournoi Pixelborn, The Rat. Je vous montre la decklist. Bon, ça fait quelques semaines que ça tourne et que ça tourne très bien, hein. Moi, je suis vraiment pas fan de la decklist. D'ailleurs, honnêtement, je ne comprends pas trop comment il a réussi à aller aussi loin. En fait, c'est une decklist qui est très agressive, très bonne quand on n'a pas forcément mulligan contre le deck. Mais en fait, je trouve que c'est une decklist qui s'épuise en fait assez vite. Et Ouais. une fois au top deck, si on n'a pas réussi à proposer les bonnes choses en early, bah en fait, on peut juste se faire avoir parce que les choses proposées par l'adversaire sont juste meilleures que les nôtres. Et après, C'est les listes, moi, vers lesquelles je suis allé avant même que ça devienne populaire, parce que naturellement, contre Bleu-Rouge, j'en avais marre de me faire arnaquer les games, et donc du coup, j'étais passé sur une version beaucoup plus agressive au regard de ce que propose The Rat ici. Et effectivement, si tu affrontes beaucoup d'autres decks gris ou d'autres decks violets, tu risques de pas avoir le late game, quoi. Mais et ce deck-là, en fait, il est devenu vachement populaire quand Bleu-Rouge était un peu à son apogée. c'est ça. Est-ce qu'il l'est toujours? Je sais pas. Bah, en tout cas, la decklist n'est pas mauvaise, loin de là. Elle a gagné le tournoi, donc c'est pas pour rien. Et on en avait, Ouais. je crois qu'on en a vu deux en top 16. En fait, c'est une decklist qui va essayer de un peu d'arnaquer l'adversaire en faisant des sorties très aggro, en discardant la main et en finissant la game au top deck avec seulement des créatures qu'il aura deux. Qu'il aura deux, exactement. Mais T'as- pour le coup, je suis pas très fan de l'approche dans le sens où, en fait, un package violet peut facilement aller gérer avec des lapins, des fox. Si on arrive à, si en fait, si Ursula se fait Pinocchio, la game est beaucoup plus dure. Et je Tout trouve à fait, ouais. on doit beaucoup se battre. À l'inverse, contre Amber Steel, en fait, Amber Steel peut venir tuer nos bêtes à distance, donc ne jamais déclencher l'effet de Ondin et de Flynn. Donc on piochera pas sur Prince Jean. On peut prendre Tuon la bête contre tous les decks un peu mid-range ou Je qui pense que c'est assez mauvais contre Humber Steel, ouais. Flynn. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis pas très fan de la liste. Après, elle a des très bons match-up et je pense qu'en BO2, ça peut être un très bon argument. Le problème étant que quel est votre objectif entre faire top 16 et gagner le top 16? Et je sais pas si cette liste-là gagne le top 16. Voilà. Mais après, pour faire top 16, je pense que c'est une des listes les meilleures. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une liste qui a un plan de jeu synergique, un petit peu pour prendre le comparo par rapport aux autres listes comme Rouge-Violet, qui elles sont moins synergiques, mais qui mixent plein de staples du Hmm. format pour avoir justement cette consistance de jouer des cartes qui sont puissantes avec plein de piocheurs. Mais là, tu as quand même un truc qui est assez rare actuellement dans le metagame, c'est à la fois synergique et très consistant. T'as pas beaucoup de non ancrables, tu fais tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes sorties. Donc du coup, du fait que tu fasses tout le temps la même chose, tu peux avoir des plans de jeu bien définis. Donc du coup, tu peux te préparer contre tous les match-ups sans avoir un gros niveau de jeu qui va te demander, entre guillemets, de switcher de plan en fonction des decks que tu affrontes. Hmm. Tu peux t'en tenir un petit peu à ton plan. Il y a des decks contre qui tu vas assez facilement résoudre ta combo Ursula, Prince John, Cruel Diablesse, Draw 2, Discard 2, tu vois. Ouais. Et là, bah, c'est genre, je sais pas combien tu prends de win rate dans la game quand tu fais ça, mais c'est Beaucoup trop. énormissime. T'as des plans contre aggro où tu vas juste hard mulligan dans tes Merfolk et tes Finrider et tu vas prendre tellement de l'or que même quand ton oppo il va avoir stabilisé, bah, tu vas juste, comme tu le disais, drop des loreurs pour deux sur le board. Et ton oppo il pourra pas tous les gérer. Et donc, je trouve vachement fort en fait, moi, ce deck là. Je trouve vraiment super fort pour ça. En fait, il est fort sur ça. Après, je suis probablement biaisé parce que Rouge-Violet, je pense que c'est pas un des meilleurs match-up du deck. Et que tu peux juste te faire arnaquer du coup au top deck. Mais après, Ouais. et que j'ai aussi beaucoup joué Flûte et que Flûte c'est un bon match-up. Ouais, Mais mais je pense que tout ce qui est Umber Steel t'oublie. c'est ça. Mais par Voilà. contre, c'est clair que contre les match-ups un peu plus mid-range, et honnêtement, il y a un grand argument sur la decklist, c'est que ça écrase les casus.
Un mec, Ouais, enfin quelqu'un qui n'arrive pas forcément préparé contre le deck, qui connaît pas forcément ouais, son ouais, plan de bien jeu sûr. contre, c'est du 100% zéro. C'est en fait, on lui dit clairement, ok, t'as pas fait une sortie très early machin, tu peux discard ta main s'il te plaît. Hop, tac, t'as plus de main, tu peux plus jouer au jeu, Complètement. et moi je vais juste partir à l'aventure. Et en fait, ça peut être très stressant de jouer contre si on n'a pas l'habitude parce qu'on voit nos cartes en main partir et on se dit, ok, je dois conserver une main pour continuer à jouer? Est-ce qu'au contraire, je dois all-in et tout poser? Et en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et quand on n'est pas capable forcément de lire ces facteurs, c'est très oppressant en fait, discard. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vas avoir un pourcentage de free win contre des gens pas préparés. En plus, c'est un deck qui souffre moins du go second depuis Ouais, qu'il a plus Robin dans sa liste. c'est ça. Parce que du coup, c'est pas grave si tu te fais gérer ton drop 1, ton support à alter. Captain Hook, justement, ça renforce un peu ce go second. Donc, c'est un deck que je trouve très consistant. En fait, si tu regardes bien ce deck-là, il a un peu tout. Il est très consistant, il souffre pas trop du go second. Et lui, pour le coup, il a un plan de jeu débile. C'est ça. Genre, Prince John Ursula, c'est débile. C'est ouais, non, il n'y a pas d'autre terme. Hein, c'est tu rates ton adversaire, tu lui dis au Donc, revoir ta main et moi je repioche une main. il a quand même vachement de qualité. Son seul défaut, c'est qu'il est effectivement très connu, que les gens seront très préparés et que les gens vont vraiment t'empêcher de faire ce que tu veux faire avec. C'est ça. Et en fait, le top deck, c'est une liste qui est pas forcément très bonne. En fait, elle Ouais. va se mettre au top deck, c'est dans son plan de jeu. Ouais, Et en en fait, fait, elle veut mettre les deux joueurs au ouais. top Et deck. une fois qu'elle est au top deck, bah en fait, si tu top deck moins bien que ton adversaire, bah la game, tu gagnes pas. Parce qu'en fait, Ou ok, alors, faut que t'aies un pack de l'or suffisant c'est pour ça. avoir le droit de top decker moins que ton adversaire et quand même gagner. C'est ça. En fait, si ton adversaire joue rouge et qu'il te commence à top deck des Medusa, des Tremaine, des Ouais, tu Soyez vas plus prêtes, gagner cette game. c'est dur. C'est très très dur. Si t'es à 10 de l'or, faut aller les chercher, hein, les 10 derniers. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça peut être le souci et qu'en plus, c'est attendu. En fait, c'est fort, mais c'est attendu. Je Ouais, sais ouais. pas si c'est assez fort pour battre le fait que ce soit attendu. Parce qu'en fait, rouge-violet, c'est un deck qui a assez de solutions, des assez grosses stats. Et en fait, même s'il est attendu, peut juste gagner parce qu'il propose plus. Et Et discard, c'est vu qu'il beaucoup plus propose flexible. moins, mais avec des arnaques, je trouve que c'est plus compliqué. Ouais. Bah déjà, les ajustements internes à la liste, tu peux beaucoup moins bouger les ratios et les cartes dans gris vert. Là, on arrive un petit peu aux listes les plus optimisées, celles que je vous présente là. Donc c'est vrai que pour t'adapter au métagame, en fait, c'est plutôt les gens qui s'adaptent à toi. Toi, tu t'adaptes pas trop avec cette liste-là. Alors qu'effectivement, rouge-violet, tu as le loisir quand même de bouger vachement plus tes slots. C'est ça. J'aime quand même bien. Je pense que si jamais tu prétends juste à faire jour 2, c'est probablement le Non, choix le plus... c'est une très bonne liste pour faire ça. C'est probablement le meilleur choix Moi, pour faire jour 2, mon quoi. problème, c'est que là, en parlant d'un point de vue du coup beaucoup plus compétitif, je Ouais. pense que c'est compliqué de De se gagner le battre tournoi dans le avec top ça. 3. En fait, c'est beaucoup plus ouais, ça, de se battre dans le top en fait, Ok. avec ça. Surtout qu'en plus, quand tu as attendu, la liste est beaucoup moins forte. Parce que, Oui, bah bon, les gens ils vont aller chercher au mulligan de quoi ouais, t'empêcher de faire sur la Prince John. c'est ça. Et après, ils ont juste à gérer ta sortie agressive. Et une fois que le gars est au top deck, c'est fini, quoi. C'est ça. C'est pour ça que moi, je suis pas. Ça me refroidit un peu, mais je pense que par contre, pour le jour 1, la liste est très très bonne. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup. Je sais toujours pas ce que je vais jouer, mais ça fait partie de mon panel de choix possible, quoi. On est parti sur, lui je l'adore, violet vert, pardon, tempo. Bon, je pense qu'on est assez proche de Blue Steel. C'est une liste que je ne recommande pas du tout si vous avez jamais joué le deck. Parce que c'est, je pense, le deck avec le plus de micro-décisions possible. Ouais. Dans le sens où en fait on a pas de fin de curve. On a une curve qui est très 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 basse, des cartes qui coûtent 2, 3. Il y a le lapin et la chèvre à 4. Mais en fait c'est des cartes qui coûtent très peu cher. Et on va juste essayer de d'out tempo l'adversaire. Donc de jouer des cartes qui sont mana efficient, donc qui sont moins chères en mana que l'effet qu'elles font. Ouais. L'exemple étant par exemple Mother Knows Best, donc N'écoute que moi, la chanson qui permet de renvoyer en main un personnage adverse. Ça c'est des cartes qui vont faire du coup de la tempo, parce qu'on va dire à l'adversaire, l'adversaire va jouer quelque chose qui coûte 5, on va lui dire pour 0, je te le remonte en main. Donc on a gagné en fait 5 mana dans le trade. Et en fait, vert violet, ça va juste être ça. Ça va être, je mets des petits trucs qui partent qui sont agressifs. À côté de ça, je les renvoie en main quand ils sont engagés. Je les repose. Je te renvoie en main tes personnages. Et j'essaye un peu, pareil, de t'arnaquer en fait, de garder le board et de partir à l'aventure plus vite que toi. Poser mon château T4. Et si t'es trop en retard, en fait, tu peux pas gérer le board, les châteaux. Et on passe en dessous de la plupart des decks de cette manière. C'est un deck qui demande d'être extrêmement précis, où chaque micro-décision a de la valeur, et là où tu as certains decks qui peuvent rattraper tes erreurs de micro-décision avec juste des sorts très impactants, tu aucun power play. Quand je dis Ça. power play, tu aucun spell qui est particulièrement puissant, qui va générer beaucoup d'avantages, comme ça pourrait être le cas avec une Soyez prête. Donc,
toutes les erreurs que tu fais, quand bien même c'est de la micro-décision, sont très coûteuses pour ton deck. C'est un deck qui joue très bien quand il est devant, quand il est à l'avantage, mais qui rattrape pas trop les boards. Donc moi je trouve que c'est un deck qui est facile à piloter quand tu as front contrôle, parce Oui, que sortie ça pour le coup, oui. proactive, Ouais. drop 1, drop 2, Ursula, discard, je te bourre et je te finis avec des Mm. goats à Ouais. distance. En fait, le deck, il est pas dur à jouer quand tu as front contrôle. Le deck, il est dur à jouer quand il doit réagir. C'est ça. Et en fait, tu as surtout des match-ups qui sont très compliqués contre la moitié du field, qui sont tous les decks gris. C'est tout Ouais. à fait jouable, mais c'est très dur. Parce qu'en fait, il va falloir faire énormément de value avec les Ursula, qui discardent des chansons. Les jouer, les remonter, les jouer, les remonter, enlever en fait toutes les solutions dans Mercil, enlever les rêves bleus, enlever les tuons la bête. Et à côté de ça, il va quand même falloir partir loré contre des créatures qui en fait sont plus fortes que les nôtres. Parce qu'en Ouais. fait, Ondin Flynn, c'est de très bonnes cartes, mais c'est un peu ridicule face à Crochesmi en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que ça peut être très très dur. Il va falloir arriver à faire des value trades avec les crabes qui du coup sont incroyables dans ces match-ups là, avec les Fox, arriver à faire du 2 pour 1 beaucoup, tout en continuant à agresser. Et ça peut être très très dur en fait. C'est un deck d'experts et c'est un deck qui profite vachement moins du jour 1 que du jour 2, je trouve. Parce C'est ça. que le metagame où tu te sentiras le plus à l'aise, c'est le metagame où tu auras affronté que des joueurs rubis améthyste Mm. et que ton niveau de jeu fera la différence sur la partie. C'est ça. Et par contre, c'est un deck qui peut totalement gagner le tournoi. D'ailleurs, si Artabax fait top 16 à Lille, personne ne sera étonné, hein. On le cite Ouais, beaucoup, mais c'est c'est la référence sur le deck. c'est Et un choix qui est assez safe si tu t'estimes très 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 bon au jeu et que t'as pas peur de taguer des trucs chelous au jour 1, quoi. c'est ça. Et en fait, c'est une decklist qui, par contre, peut arnaquer tous les decks Other, en fait. Parce que Oui. ça va très vite, ça a des très bonnes réponses en early game, et ça peut gratter en fin de partie avec des chèvres. En fait, c'est un deck qui peut totalement abattre, en fait, ces decks-là. Ouais. Mais voilà, on le précise quand même pas facile à jouer, donc Bah, point fort, c'est très fort contre contrôle en fait, c'est ça. notamment contre objet, c'est vraiment difficile pour objet de se battre contre ça. Et même contre un rubis améthyste où vous êtes juste meilleur, normalement, il n'y a aucun débat. Ouais, c'est En ça. fait, il va pas arriver à. En fait, le problème contre un bon vert violet, c'est que tu ne comprends pas ce qu'il fait. En fait, vert violet fait des plays très bizarres. Parce qu'en fait, ça va être des. Souvent, on va arriver au tour 4-5. Et en fait, vert violet a 3 ou 4 possibilités de play en main. De poser soit 2 tours 2, soit son tour 4, soit un tour 1, un tour 2, un tour 1. Et en fait, à partir de là, il faut arriver à lire ce que fait l'adversaire. Et en fait, lire un vert violet, c'est très dur. Ouais, moi je fais beaucoup le match-up contre. Je suis du bon côté du match-up parce que moi je joue violet-gris, donc à peu près la même chose, mais avec des réponses et comme tu dis, des cartes plus statées Ouais. que lui. Mais c'est vrai que c'est difficile de lire exactement ce qu'il peut avoir en main. Il a des possibilités de play où il peut bouncer des cartes bounce pour juste régénérer ou soigner des Madame Mi. Mais enfin, c'est un deck qui, quand tu lui laisses le temps de jouer, fait quand même des trucs assez intéressants, assez puissants, quoi. Tu sens que les gens qui pilotent ça, c'est des gens qui aiment bien jouer à des jeux un peu compliqués, résoudre des puzzles un peu complexes et qui vont, si jamais la game dure, te prendre la partie parce que micro-décision après micro-décision, ils auront juste pris les meilleurs trades, pioché une carte de plus que toi à tous les tours et ils vont finir par remporter la game, quoi. En fait, vert violet, on est un peu comme Mercil, on est sur des decks un peu à la Magic. En fait, des decks très rapides qui ont Ouais. énormément de solutions et même des solutions contre les decks plus lents qu'eux. Et on peut vraiment se battre sur ça parce qu'en fait, les Mother Nose Base par exemple, c'est des anti-bêtes non conditionnels. En fait, on renvoie n'importe quel personnage en main. Du coup, un deck qui Ouais. est un peu lent et qui peut être des decks qui peuvent battre ces decks assez agressifs, bah en fait, ici, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre du board, renvoyer en main les personnages adverses, pareil avec le kit qui permet de faire ça. Et en fait, on va garder le board en fait. Et il y a des sorties où tu fais Ondin, Flynn, kit, on renvoie en main le personnage adverse, bah on prend 8 de l'or et bien. Ouais, et c'est juste GG. C'est GG parce que l'adversaire tour 4 il a board vide. Et toi t'as Ondin, Flynn, kit et juste tu vas trop vite. Et du coup, ce deck-là, on le conseille ou on le conseille pas en fait en soi? Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le jeu et avec ce jeu-là spécifiquement, on vous le conseille C'est pas. comme bleu gris. En fait, si vous le jouez depuis 2 sets, que vous savez le jouer, que vous Et savez voilà. à peu près ce que vous faites, même si vous n'êtes pas l'expert du deck, vous savez ce que vous faites. Mais Je si le vous savez ce que conseille. vous faites, c'est quand même un safe pick, quoi. C'est ça. Sinon, je pense que c'est très. En fait,
Apprendre le GP Tempo en ayant par exemple jamais joué le package Boons, c'est impossible d'ici. Ouais, c'est très compliqué. C'est ou en tout cas impossible. Rien n'est impossible, mais très compliqué. Je ne le Ça va vous conseillerais demander un pas. volume de jeu très, très, très épais, quoi. C'est ça. En tout cas, il y a pas. Je pense que ce n'est pas le bon pic. Il y a juste plus simple pour les mêmes résultats. Ok, ouais, je te rejoins là-dessus. On passe sur Jafar, qui est je pense, le deck le moins représenté de ce metagame, mais qui va quand même probablement exister, de par son très bon match-up Ouais. contre Ruby Amethyst. Enfin, très bon. Bon match-up. Non, très 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 bon. Il est voilà, alors sur la ligne, il y a des erreurs sur la ligne de Jafar. Dans la ligne à gauche, en fait, c'est la colonne qui est vraie, pas la ligne. D'accord. Et il faut regarder Ok, à oui, l'opposé. donc c'est 65% de win rate pour Jafar. On est C'est d'accord. ça. Non, non, et moi, je trouve que c'est même plus que ça. Ok. Ça a été débattu. Non, c'est 75 ans, pas 65. Ouais, ah d'accord, Ouais. 75% de win rate pour Ouais. Jafar. Et ça, Le principe, c'est que le deck va essayer de comboter en altérant un Jafar légendaire avec évasive pour pouvoir chanter Wall New World. Et donc, du coup, pour battre ce deck-là, c'est très simple. Il faut tuer tous les Jafars à vue. C'est-à-dire que c'est un deck qui va un peu pousser ses cartes à droite à gauche, mais à un moment, il va jouer des Jafars. Si tu es capable de gérer tous les Jafars, il pourra jamais alter et chanter son Wall New World, et donc du coup gagner la partie. Par contre, si t'es pas capable de gérer tous les Jafars à vue, et c'est le problème de violet-rouge, tu vas juste perdre sur cette boucle-là sans pouvoir interagir. En fait, la différence, c'est que Jafar, ça va gagner contre tous les decks fer. Un deck fer, du coup, c'est un deck qui fait des choses fer, donc des choses entre guillemets assez basiques, poser du board, faire de la value. En fait, Jafar, c'est un deck qui se veut très unfair. C'est un deck qui va, lui, pour le coup, gagner à distance très vite, au moindre moment où vous le laissez tranquille. Et en fait, la règle, tout simplement, c'est de tuer du coup les Jafar un par un. Et c'est pour ça qu'Amber Steel a un incroyable match-up contre. Parce qu'en fait, Amber Steel ne verra jamais un grand Jafar. Et dans le cas où il le verra, il peut juste le Zeus. A l'inverse, Tout à Rouge fait. Violet en fait ne peut pas tuer tous les Jafar parce qu'il peut aller en gérer un ou deux avec Pinocchio. Mais en fait, la plupart du temps, il a besoin d'attendre que ce soit engagé. Et le grand Jafar qui peut être posé par le deck en Altération. fait ne peut pas être. Ouais, non, même pas par l'interaction, juste un slam grand Jafar. Bah, Rouge Violet ne peut pas le gérer à part soyez prête. Ouais, Et t'es en obligé de l'absence de soyez soyez prête, tu as prête, perdu. bien sûr. C'est ça. Sachant qu'on ne joue même plus qu'à soyez prête, donc en fait, il y a plus de Jafar que de soyez prête. À partir de là, ça peut être très 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 Ouais. compliqué. Et il peut juste développer aussi des petits Jafars, hein, donc le Jafar tour 2 ou alors le Jafar tour 4. Et toi, tu peux pas aller soyez prête sur ces bords-là. D'autant plus que le board n'est pas forcément large pour justement te prémunir d'un Jafar Shift. Et tu vas devoir le faire en fait. Parce que Jafar Shift, il n'a pas besoin de passer le tour avec, il va directement pouvoir chanter. C'est ça. Donc, C'était un peu différent il y a quelques mois quand on jouait encore des Maléfiques Dragons. Parce que, en fait, si on atteignait le late game, on avait un certain nombre d'anti-bêtes supplémentaires. Actuellement, c'est quasiment impossible de gagner le match-up. J'ai tout essayé dans tous les sens et en fait, ça demande des take cards qu'on n'a pas envie de rentrer. Et qui, pour la présence de Jafar, je pense, sont pas nécessaires. est-ce que c'est pas lui l'archétype caché qui est le bon secret metacall, tu vois? Le problème, alors il y en a un en top 4 du tournoi The Pack, donc le deck est pas Ouais. à jeter non plus. Non, non. Mais je pense qu'en fait, c'est jouer au pairing. C'est beaucoup de jouer au pairing parce qu'en fait, on a des match-ups très mauvais. On accepte de perdre rouge-bleu et Amber Steel. Et pour moi, ça, c'est très compliqué. Parce que là, il y a 20% du field. Je pense que c'est plus que ça sur ces deux decks. Et Ok. accepter de perdre 20% des matchs d'office, je trouve ça compliqué. Parce que Ok. vraiment, contre Amber Steel, c'est perdre d'office. Il n'y a aucune chance Ouais, quasiment de contre, gagner. C'est contre comme. Amber Steel, c'est Rouge-violet dans sûr. l'autre sens. On a quasiment Contre aucune Green chance. Discard, t'es pas très bien. Contre. En fait, discard et en fait contre Green Discard, mais encore, bon, il y a encore une coquille parce que Green Discard là il est positif. En fait, c'est qu'on avait pensé plutôt à Bucky où là on peut se débrouiller. Mais en fait, contre Ouais, ouais. Discard aggro, il y a à partir du moment où on prend des non, pardon, c'est l'inverse, c'est légèrement positif contre Discard aggro, même si en fait les Ursula qui vont discard nos All New World et qui vont discard nos tuons la bête peuvent être très très compliqués. Ouais. Et, euh, Enfin, et de la même en tout façon, cas, c'est vers Violet, c'est aussi. quasiment impossible. Ouais, et puis ça va être négatif aussi contre un deck qui devient de plus en plus populaire, c'est Violet-Gris, parce que lui, il a tout l'armada du gris pour pouvoir Ouais, gérer, c'est ça. gérer vos Jafars. Donc, ok, moi c'était plutôt l'argument de si tu estimes que tu vas affronter beaucoup de decks Boons, mais base rouge, Ouais. rouge-violet, du coup, c'est vrai que tu as un deck qui se positionne plutôt bien dans ce metagame-là. En De toute fait, t'es façon, le contre deck. rouge en question, t'es plutôt bien à part bleu t'es- rouge.
t'es le deck qui prédate le mieux en termes de win rate, le deck le plus représenté C'est ça. du tournoi. Donc tu peux avoir une espèce de ligne toute tracée vers le jour 2 si tant est que tu en affrontes En fait, la question qu'il va falloir se poser, c'est assez qu'aussi, il y a la régulièrement. représentation des decks, la représentativité, mais en fait, il y a aussi leur à quel point, dans les hautes tables, on va retrouver les mêmes decks. Hmm. Et je suis pas sûr qu'on retrouve beaucoup de rouge gelé en fait dans les hautes tables. Ok. Ouais, Est-ce que tu penses que les meilleurs joueurs seront pas forcément sur Bah, en rouge-violet? fait, on l'a vu à The Pack. En fait, il y avait énormément de rouge gelé. Et en fait, on en a retrouvé 3 ou 4 au port du top 16. Un en top 16. Et en fait, c'est pas énorme par rapport au nombre qui en avait dans le tournoi au début, en fait. Et le deck a un assez mauvais taux de conversion, je trouve. Et du coup, il faudra voir. Mais je suis pas sûr que dans les hautes tables, on en retrouve beaucoup à Lille. Ouais, donc dans ce cas-là, toi, si tu commences à monter avec Jafar, t'es pas sûr justement C'est d'avoir ça. la voie royale et d'affronter que des rubis améthystes. Est-ce que c'est un deck qui souffre du go second, pas plus que ça? Non, c'est un deck qui pour le coup joue sur le mid-game, donc il n'y a pas trop ce problème. Et en fait, il peut jouer Rafiki ou Crochet, et du coup, du coup, Crochet en général, mais qui peut Ouais. potentiellement en plus avoir d'autres solutions, et qui du coup a beaucoup de réponses sur le Go second en fait. Et est-ce que c'est un deck que tu estimes difficile à piloter? Je pense que c'est pas simple, parce que on a cette notion de quand gérer le board et à quel moment il va falloir commencer à partir en combo, mais c'est pas très très compliqué non plus, je pense. Ouais. Ok, bon, ça a l'air d'être un choix qui est relativement quand même correct. En tout cas, c'est Si un tant choix qui est est que entendable. si t'aimes le deck, si t'es expert du deck et que tu t'attends à pas croiser beaucoup d'Amber Steel, c'est un choix qui reste raisonnable, quoi. C'est ça. Ok, on va passer donc du coup au deuxième deck violet-gris. C'est deux couleurs qui sont très profondes, donc il y a plusieurs archétypes dans la même association de couleurs. Et ça, c'est un deck qui devient de plus en plus populaire. Moi, c'est le deck que j'aime beaucoup en ce moment. C'est un deck violet-gris qui joue pas du tout la boucle Jafar, qui joue juste la boucle Bounce et des interactions. Et c'est pour moi le deck le plus moyen qui puisse exister dans ce metagame. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Il n'a on a deux versions qui sont un peu il n'a mélangées là. aucun power play, ce deck-là. Il fait rien de puissant si ce n'est château. Tu vois. Et encore, c'est vraiment. C'est puissant parce que tu t'es offert le droit que ça devienne puissant en amont. Mais en même temps, il a vraiment aucun match-up qui est exécrable, je trouve. En fait, il y a deux versions là-dedans. Il y a mid et il y a low curve. Low curve, c'est la version où on s'arrête à 4. Donc, je crois que c'est celle-là que t'as sous les yeux. Euh, ouais, moi j'ai une version où ça joue un Isma. Ok, alors, attends, faut que je la retrouve, mais Mais je crois que c'est la low moi, curve. la version que je joue, mon haut de curve, c'est Merlin Lapin parce que Robin Hood est un shift Ok, 3. c'est ça, c'est la version de Naloan, donc notre petite française qui a perfait Exactement. C'est son moi la attache. version que j'apprécie le plus. En fait, c'est un deck qui a un power. En fait, c'est qui a un power play qui en fait ne se voit pas, mais qui en est un. C'est Est-ce, Uxmi. est-ce- Et en Ok, fait, d'accord. Uxmi, on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, on met une pression sur l'adversaire qui est incroyable. On a un L'Horreur à 2, on a un tour 1 qui peut trade n'importe quoi jusqu'au tour 4. Et en fait, on le voit pas comme ça, mais ça en est un. C'est vraiment un play qui est fort, qui met une pression sur le board, qui nous assure du lore, et en fait, qui fait beaucoup de choses. Et Ouais. en fait, Uxmi, ça se combotte très bien avec un Benja tour 3 qui permet d'aller casser bleu, avec une Maléfique qui permet d'avancer dans le deck, un Crabe qui permet d'aller chercher un Robin Alter avec notre C'est un hook. deck qui a des réponses et des solutions à tout, mais Exactement. qui par contre ne fait rien d'écrasant. Donc ça va vous demander quand même un certain niveau de jeu, mais en même temps, c'est pas un niveau de jeu qui est aussi demandant que vert violet. En fait, c'est un des decks les plus fairs possibles, en fait. C'est un peu comme Exactement. Rogue Gelé. On fait des plays très forts, mais qui n'abusent pas de l'adversaire. En fait, c'est l'adversaire Alter Robin T3, ok, nous on peut le tuer. Mais est-ce que le powerplay dans l'histoire c'était pas l'Alter Robin T3 et nous on s'est arrangé pour le gérer? Bah, je pense que c'est plutôt en fait ça. Ce qui fait que le deck Ouais. a des très bonnes réponses aux problèmes qui sont unfair de la méta, comme Robin qui est vraiment, genre vraiment beaucoup trop fort. Ouais, bien sûr. Et en fait, le fait de la force du deck, c'est qu'en fait, c'est assez agressif, malgré ce qu'on en voit. Et en fait, drop Castle tour 4, bah, en fait, il y a peu de decks qui peuvent le gérer. Et le fait de poser Castle tour 4 oblige l'adversaire à aller dedans, et du coup à ouvrir son board. Parce que le problème de poser un lieu, c'est que l'adversaire est obligé de taper dedans. Qu'en fait, toutes ces créatures sont dégagées. Donc en fait, nous, on va pouvoir prendre ce qu'on appelle des value trade. Par exemple, notre petit crochet qui va aller sur un crabe, tuer le Maui d'en face, tuer le Robin d'en face. Et en fait, on va gagner du coup de la tempo tout simplement parce que notre crochet va nous coûter 1. Lui va devoir poser un Robin à 1, poser par-dessus un Robin à 3. Ça lui aura pris 4 mana, 2 cartes.
nous on va pouvoir le gérer avec juste Hook pour 1. Et du coup on est très gagnant en fait sur le long terme. Et en fait c'est un peu ce que le Complètement. deck va essayer de faire tout le long. C'est un deck qui va te demander plein de micro-décisions qui sont moins, je trouve, punitives que vert violet, mais qui ont souvent les mêmes résultats en termes de win rate. Donc je trouve que c'est un bon deck si vous estimez moins fort que les joueurs de vert violet. Je trouve que le fait que tu aies des gestions clean en gris, ça te demande une moins bonne gestion de board que vert violet. Et Ouais. donc je trouve que c'est vraiment le deck moyen partout. Il faut un niveau de jeu moyen, il se positionne de manière correcte dans le metagame. Tu peux à peu près tout battre, j'adore. Et pour moi, la vraie raison de ce deck-là, c'est que c'est un deck qui se fait jamais arnaquer sur la draw. Je veux dire, tu te prendras. Genre, jamais Ursula ne va chanter contre toi. C'est Ah c'est impossible. sûr, ouais. C'est Non. impossible qu'Ursula En chante fait contre on joue toi. 3 Pinocchio, on joue sur le play 4 Zeus, on a 3 Raging Fire. En fait on Exactement. a des armes contre Ursula. Le problème étant, je trouve, Amber Steel, ça peut être compliqué parce que du coup on a... En fait toutes nos bêtes se font gérer par Amber Steel. Tout à fait, ouais. Amber Steel, Rouge-violet, violet, ça... violet-rouge, c'est difficile aussi un Rouge-violet peu. c'est compliqué, c'est jouable, mais en fait ça demande des plans de jeu assez bizarres, où il faut commencer à le prendre en aggro et en fait gagner sur la vitesse. En fait la difficulté du deck ça peut être qu'il faut savoir lire les plans de jeu assez bien, pour savoir quoi faire contre qui. Et ça peut Tout être à la fait. difficulté du deck. C'est pas facile à jouer parce que clairement ça ne s'autopilote pas. Ça Non. demande de répondre beaucoup à l'adversaire Il en faut fait. bien connaître la boucle bounce, en Et fait. ça demande surtout en fait de connaître ton plan de jeu et le plan de jeu adverse pour savoir ce qu'il va te proposer et s'adapter. Et Exactement. une fois que tu arrives à jouer avec ces deux choses, là c'est beaucoup plus Et si, débattable. si tu as une vraie bonne connaissance théorique du metagame, Ouais, mais moi, c'est comme ça que je me positionne sur ce deck-là. J'ai une bonne connaissance théorique de ce qui se passe dans l'Orcana, mais j'ai pas le temps d'avoir un niveau de jeu très conséquent. Et je trouve que c'est une cible qui est très fit avec mon c'est ça. profil. Exactement. Donc, Je- je l'aime beaucoup. Et pour revenir sur le power play du deck, pour avoir beaucoup joué le deck, je trouve que le vrai power play de ce deck-là, et tu me rejoindras peut-être, c'est Chanter de Zeus avec Merlin Lapin. Et c'est- Ouais, ouais. en fait, dans les faits, tu te retrouves souvent en Mirror de Violet à Lapin T4, et tu as envie derrière de le bouncer pour en générer de la value et conserver plus de lapins que ton oppo. Et du fait que ton lapin à toi puisse chanter pour péter celui de ton adversaire, et derrière le bouncer, je trouve que c'est ça qui est vraiment débile en Mirror de Violet, quoi. C'est ça. Et en fait c'est un deck qui une fois qu'il est sur le board ne lâche plus le board. Parce qu'en fait on a des bêtes qui du coup sont très solides. On a du coup Hook qui est, je pense, le meilleur T1, en tout cas en réaction. Robin Ouais. qui est le meilleur T1 pour agresser. Parce qu'en fait, tout le monde a peur de Robin. Hein, une alter Robin, c'est trop fort. Oui, t'as pas besoin d'avoir Robin 5 dans ta main, en fait. C'est C'est juste ça. Robin 1, ton oppo va le gérer. Robin 1, l'adversaire va faire Rafiki, Tiff, il va claquer 2 cartes pour le gérer parce qu'il sait que si Robin part, c'est fini. Et ça peut faire très peur. On a l'avantage que c'est un deck qui est en fait assez peu joué. Et les adversaires ne savent pas forcément jouer contre. Ouais. Et on a l'avantage qu'en fait, on ne sait pas quelle version de Violet Gris on joue. Parce qu'assez vite, on Oui. va avoir des boons, donc on va éloigner Jafar. Mais en fait, l'adversaire peut toujours avoir peur de se prendre une Tinker, un Tuon la bête, et en fait ne pas Ouais, des comprendre versions que c'est plus un low midrange. curve. C'est ça. Bien sûr, ouais. Ouais, le Et low curve, ce qui j'aime peut être beaucoup. différencié, c'est genre les maléfiques, et encore, il y a des versions mid qui en jouent. C'est plus sur les ratios, en fait, qu'on va jouer, avec que des crabes, beaucoup de Benja, beaucoup de Pinocchio. Mais ça, l'adversaire ne peut pas le savoir, en fait. Ouais, il sait pas exactement autour de quel ratio tourner. Ouais, c'est ça, combien t'as de Benja. Par exemple, on voit que Naloan avait seulement 2 Robin Hood 5. Et en Ouais, fait, dans les faits, c'est pas bête parce que tu n'altères jamais sur ton Robin Hood dans ce deck-là. Si ton oppo est bon, il te laissera jamais altérer. C'est très compliqué. En tout cas, si tu affrontes beaucoup de decks violets, il aura toujours un Pinocchio pour venir trade ton petit Robin au tour 1. Et donc ouais, tu peux un petit peu faire ta popote comme ça. C'est un deck qui va chercher en plus de la reach contre les decks les plus contrôle, de par le fait qu'il ait des semis pour l'aurer rapidement, mais en plus tu joues des Sorcerer Spellbook pour pouvoir avoir un petit peu donc du coup de l'or à distance. Et quand tu regardes le tableau des win rates que vous avez édité sur ce deck-là, ton win rate le plus bas, il est de 40%. ouais, parce que c'est très stable. C'est comme Rouge-Violet, c'est très stable. C'est qu'en fait, t'es bon au tout. Et encore, on n'est pas, pour le coup, on n'est vraiment pas des très bons joueurs sur ce deck-là. On l'a pas énormément joué. Donc en fait, les win rates, c'est plus de l'autre côté. Mais en fait, de l'autre côté, est-ce qu'on joue vraiment contre des bons violets-gris? Et pour le coup, cette ligne-là, elle est à prendre avec des pincettes. Ouais. Je pense qu'elle tourne autour de ça. Et de toute façon, là, on va sur le prochain bootcamp. C'est l'objectif, c'est de tester ces decks-là. De mon Et ressenti, ouais, vous êtes assez correct sur le pourcentage de ce deck-là. Hein. C'est un deck qui est moyen partout, ouais. donc il a aucun win rate très élevé, mais il a aucun win rate très bas, quoi.
C'est ça. Mais je pense, tu vois, par exemple, contre rouge-bleu. En fait, les stats, elles sont un peu mélangées avec les versions un peu plus haute curve. Mais je pense que, par exemple, Ouais. rouge-violet et rouge-bleu, c'est des match-up ok. Je pense que rouge-violet est peut-être 50-50 et rouge-bleu est peut-être à 60. Nous, on est peut-être à 60 en violet-gris. Mhm. De toute façon, là, ça va nécessiter des tests. Mais de toute façon, la decklist est très bonne, on le sait. Et on le voit, hein, même avec des stats là qui ont pourtant des stats assez basses, on est à 51% de win rate contre le méta cher, Ouais. qui est très 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 correct, hein. Et c'est fou que ce deck-là ait mis aussi longtemps à exister, je trouve, à Ouais, sortir du tout lot. à fait. Parce que c'est un des rares nouveaux decks, en fait, si tu prends les 2 dernières semaines, quoi. Mm. Ce deck-là, il existe vraiment depuis 2-3 semaines. Il y a Zan Sayed qui a gagné un Store Championship avec, il y a 2-3 semaines. Mais avant ça, le Tempo Boons, ça existait, mais de manière tellement peu significative. Mm. Et je pense que c'est un très bon deck de BO2 pour finir sur les points forts. Du Ça, en fait fait, en que. BO2, la decklist, elle est stable au possible. En fait, t'as deux très bons T1, deux très bons T2, deux très bons T3, et des possibilités de play qui sont énormes. Et en fait, du coup, tu peux t'adapter en fait beaucoup à ce que fait ton adversaire, et toujours de la même façon. En fait, tu vas pas être comme un rouge-violet à avoir beaucoup de 2-off, et en fait, aller chercher au mulligan, à se dire, là, il me faut telle carte, parce que sinon, ça va être compliqué. Non, non, là, il y a 3 Pinocchio, tu es Tout est sûr d'avoir ton carré, ouais. Pinocchio sur le mulligan. C'est clair. Et en fait, tu es sûr d'avoir les cartes dont tu as besoin. Et la question, ça va plutôt être du côté du joueur, de qu'est-ce que je vais chercher à quel moment. Je suis d'accord. Pour lui donner quand même quelques points faibles, parce que depuis tout à l'heure, on a encensé le deck, c'est un deck quand même qui a aucune free win. Faut C'est quand même ça. le prendre en compte. C'est comme vous voulez, C'est-à-dire c'est que des bagarres, c'est de la bagarre. toutes tes games vont être disputées, il n'y a aucune ligne autopilotée, tu n'as aucun power play, comme justement, je prenais le cas de vert Ouais. gris discard, où tu fais Ursula dans Prince John, ton oppo il n'a pas géré, bah, tu as gagné la partie. Là, tu n'as pas de power play qui te donne une free win. Tu te bats contre tout le monde et ça prend du temps de gagner. Tu l'ors de manière lente, quoi. Toutes les parties sont dures et sont mentalement dures parce qu'en plus on a que des petites bêtes. Ça peut être assez déstabilisant en fait de jouer que de la basse curve parce qu'en fait on va se faire outvalue et on a besoin du coup de faire du card advantage en piochant beaucoup de cartes pour faire du 2 pour 1 mais de notre en fait à l'inverse nous on fait du 1 pour 2. En fait on va avoir besoin de maléfique, crabe pour prendre un trade. On va avoir besoin de notre Sumi et taper avec un Benja pour gérer le moindre truc sur le board. Ouais, Mais par contre on pioche beaucoup et en fait ça compense. c'est Et ça. en fait, le but du deck, ça va vraiment être de protéger Château et d'arriver C'est à ça, gagner et, de et cette façon-là. dégénérer avec Château. Toutes les games que tu gagnes, c'est celles où tu dégénères avec Château, mais te mettre dans les conditions d'avoir le droit de dégénérer avec Mm. Château, ça peut prendre 10, 11, 12 tours des fois, selon les match-ups que tu affrontes. C'est ça. Et en Mais, fait, c'est un deck mais qui ouais. grind assez bien. Parce qu'en fait, il va continuer à faire énormément de boons, continuer à setup du board. Hop, je chante Raging Fire, je te clean ta bête. Je chante French, je refais de la value. Tac, je remets les petites bêtes. Mais en fait, bah, il y a des games où c'est trop dur parce que l'adversaire joue un deck qui est unfair et il va juste te clean ton board en Il boucle. va pouvoir t'écraser. Ouais. Et voilà. Et ça nécessite de bien comprendre comment la value du jeu se détermine. Comment le package boons, en fait, fait de la value en faisant du 2 pour 1 en piochant. Mais une fois que ça c'est bien compris, c'est le deck pour montrer que vous maîtrisez juste mieux le package boons que votre adversaire. Ouais. Donc plutôt, ça pour le coup, c'est plutôt safe pick, si tant est que vous ayez le temps quand même de maîtriser un peu la base boons. C'est ça. Et dernier deck dont on va parler, c'est le deck Uber Aggro, qui va être probablement joué par une partie de la salle qui veulent ou découvrir leur premier gros tournoi et qui sont sur un deck qui coûte pas très cher, ou alors qui sont juste fans du deck parce que c'est un deck qui existe depuis quelques sets. Et En que fait, ce deck Amber surtout que Amethyst. c'est trop agréable à jouer. Moi j'aime trop le jouer. C'est vraiment c'est dans la bouche de votre adversaire et il n'y a pas de débat. On met un tour 1, un autre tour 1, on embert les picotes. Hop, je te prends 4 de l'or et je C'est t'embrouille, hein. ça. Et On a que des loreurs à 2 ou à 3 avec tes Pinocchio, tes Maléfiques. On a la boucle Boons parce que bah, forcément elle est puissante et elle permet surtout de protéger tes petits loreurs. Et tu espères tuer avant de mourir en fait. C'est ça. Et en fait, c'est un deck qui peut aller très très vite, qui peut arnaquer complètement la plupart des decks. S'il n'est pas attendu au rouge-violet, vous pouvez le manger, vous mangez rouge-bleu. Vous pouvez vous battre complètement contre des decks un peu plus lents, comme vert-violet, comme discard aggro. En fait, c'est des match-ups où Mufasa, par exemple, Mufasa, pareil, c'est vous le mangez. En fait, Ouais. c'est un deck qui peut arnaquer tous les decks parce qu'il est trop rapide. Et à la moindre sortie un peu faible de votre adversaire, vous pouvez gagner. Ouais, c'est un choix qui est quand même assez raisonnable du fait que le deck soit capable vraiment d'attraper Ruby Améthyste parce que bah, forcément vous n'allez pas vous préparer contre ça et tu peux faire juste une sortie triple tour 1 ou tour 2 et
tu vas prendre tellement d'avance sur le lore que même si tu arrives à stabiliser, c'est difficile derrière de l'empêcher d'aller te chercher avec un Merlin Goat. C'est une liste qui s'entend. Son problème, c'est qu'elle est très compliquée contre gris. Parce qu'en fait, on va jouer Ouais. comme vers violet, sauf que nous, on n'a pas d'Ursula pour discard. Et du coup, à partir de là, on va se prendre toutes les chansons possibles dans la tête. Et ça, c'est plus compliqué. Ouais, c'est un deck en fait qui n'existe pas dès qu'il y a du gris. On le voit, hein, son win rate que vous avez mis contre Flûte, c'est Ouais. de l'ordre de 20%. Pour Lanterne, 30%. Et je pense que vous êtes gentil avec 30% contre Lanterne. Ouais. En fait, dès qu'il y a du gris, ça me paraît vraiment exécrable. Par contre, si tu sais que tu vas taguer spécifiquement améthyste, rouge, donc Ouais. enfin violet-rouge, bleu-rouge et Mufasa, ouais. et Mufasa, le deck est plutôt sympa, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un. Ouais, ça, c'est vraiment un deck qui peut prendre de vitesse s'il est pas attendu et gagner en fait la game sur le play. Ouais. Mais malheureusement. En fait, d'ailleurs, ça dépend beaucoup de la méta, parce qu'en fait, on dit ça, mais en fait, aux US, c'est énormément joué et ça perf. C'est vraiment en Europe où il faut se rappeler qu'on est des gros joueurs de mid-range, étonnamment. C'est un des seuls jeux d'ailleurs où on est les joueurs de mid-range, en général, c'est pas l'Europe. Oui, c'est plutôt les États-Unis d'ailleurs qui Ah, aiment et bien nous, on ça. est plutôt les joueurs de contrôle. Et là, Donc en le fait, joueur contrôle et l'Asie plutôt le genre de combo. c'est ça. Et en fait, là, c'est vraiment l'inverse. Nous, on est que des joueurs de mid-range. En tournoi, vous ne voyez que ça. Vous voyez rouge-violet qui, en fait, est quasiment un mid-range, entre le contrôle et le mid-range, et des decks gris. Ouais, bien sûr. Et en fait, aux US, on voit énormément de bleu-rouge et énormément d'aggro. Et Forcément, qui viennent prédater ouais, bleu-rouge. c'est ça. Et en fait, parce que Naturellement, nous, on n'a pas beaucoup, en fait. ouais, ça c'est vraiment un deck de méta-call. Si vous avez un bon niveau de jeu, que vous avez le temps de tester le metagame, on vous conseille pas de ramener ça. Si Non. par contre vous adorez le deck et que votre intuition vous laisse penser qu'il y aura beaucoup plus de bleu-rouge que prévu, bon, Là, le c'est deck un, peut vraiment outperf. Ouais. c'est un choix qui peut pas gagner le tournoi. Je regretterai peut-être cette phrase, hein, on sait jamais, mais Bah, en fait, s'il y en a un en top 16, ça ne m'étonne pas non plus. oui, voilà. En fait, c'est Mais il y pas en aura dur pas pour lui plusieurs. d'aller chercher le top. Ouais. Mais par contre, gagner le tournoi, c'est-à-dire au bout d'un moment, gagner toutes tes games, c'est pas possible en fait. Surtout qu'en fait, aggro, ça surprend pas en top, en fait. Quand tu sais que t'es contre aggro en BO3, même bleu-rouge, hein, tu mulliganes fort pour trouver tes Oh, ça va être dur gestions quand même, hein. et c'est très très dur. En fait, c'est faisable quand tu le sais. Si Ouais, tu ouais. mulliganes et que tu trouves toutes tes reines de cœur, tu trouves ton fishbone parce que tu acceptes de concéder ta main pour aller prep tour 5. Je dis pas que c'est gagné, loin de là. Non, non, bien Mais sûr. Ouais. c'est 100 ans, en fait, beaucoup plus. Alors que en BO2, quand rouge-bleu veut faire une sortie contre les decks gris qui sont la moyenne du format, ou contre rouge-violet, et que là, vous prenez T1, T2, T3, bon là par contre, c'est impossible. Si on transpose ce deck à Magic, c'est un petit peu le mono red. Et quand on fait un grand prix à Magic ou un LMS maintenant, donc des grands open, comme ça sera le cas sur l'Orcana, il y a toujours plus de mono red que ce à quoi vous attendez. C'est une stat, c'est la norme. Donc là, si vous attendez vous à 2,5% de ce deck-là dans la salle, En il y fait, en aura c'est plus. 10% C'est d'aggro sûr. en général, mais oui, c'est possible qu'il y en ait plus. Il y en aura probablement un peu plus. C'est clair. Ça clôture, on a fait un peu le tour de tous les archétypes du metagame. Ça a été long, on a essayé de faire ça condensé, mais c'est pas possible parce que ça a entraîné des discussions, voire même des débats. C'était super intéressant, instructif pour moi. En tout cas, merci Raclem d'avoir accepté de discuter avec moi de tout ça. Je pense que moi, ça va me forger aussi quelques compétences pour justement appréhender l'île de la même manière. Et j'espère que vous, ça vous a été aussi utile devant la vidéo pour un petit peu avoir une cartographie d'à quoi ressemble le format et de ce à quoi vous pouvez vous attendre en fonction du deck que vous allez jouer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour préparer l'île par rapport à ce metagame, Raclem? Mais écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et pour Lille, pensez les mêmes conseils qu'on donne toujours avant un tournoi hein, pour vous préparer. Essayez de choisir votre deck dans les prochains jours et d'éviter de le choisir la veille, c'est toujours Bien sûr. important. Bien penser à qu'est-ce que sont vos plans de jeu et essayer de comprendre comment gagner contre les autres decks du Metafield et potentiellement de comprendre comment eux veulent gagner contre vous. C'est le grand conseil qui vous fera passer de bons joueurs à très bons joueurs, je trouve. Et pour le tournoi, toujours les mêmes conseils. Hein. Essayez de venir la veille, essayez de bien dormir, bien manger le matin. Et voilà, les conseils classiques d'un tournoi. Mais, parce que la journée va être très très longue. Ouais. Et le jour 2 encore plus. Hydratez-vous, prenez une gourde avec vous, une bouteille d'eau, pensez à bien boire, évitez de manger le midi. Je sais que sur les premiers tournois, ça peut paraître étonnant de ne pas aller manger un gros burger le midi, mais le gros burger que tu bouffes le midi, sur ta ronde 6, quand c'est la reprise, au lieu de jouer correctement, tu vas digérer ton gros burger et tu vas faire n'importe C'est la quoi. phrase que je donne beaucoup, ça me fait beaucoup rire.
Mais ouais, en fait, manger en tournoi, je trouve. En fait, il faut manger. En fait, comme un sportif, en fait, il faut se maintenir. Il faut euh, manger tout du long, comme les tennisman C'est ça, qui picorent des petits fruits pendant leur match. exactement. Manger tout le long, sucré pour. Malheureusement. Enfin, en tout cas, pas trop sucré, mais Ouais, garder d'énergie, en fait, du fruits sucre secs, c'est ce qui se rapide. fait de mieux. Exactement. Et rester dans le tournoi et ne pas trop manger parce que le gros sandwich du midi où on arrive, on est éclaté, on a comment ça s'appelle bah, on est en satiété en fait et on a plus faim et là on commence à piquer un peu des yeux et c'est là où c'est dur. Et en fait, étonnamment, Bah, quand vous êtes ouais, dans votre tournoi à fond et que vous êtes concentré, en fait les rounds les plus faciles, c'est celle-là, c'est les rounds 5 6 7, enfin 4 5 6 parce qu'en fait, c'est les rounds où on a commencé le début qui est très stressant où tout le monde est vraiment dans ses games. Ensuite, on a des rounds, du coup, on se relâche parce que ça commence à devenir long, la fatigue, la faim et ainsi de suite. Et en fait, les rounds à la fin sont très durs par contre, parce que c'est les rounds pour passer en top. ouais. C'est scientifique en fait, la digestion, ça demande énormément d'énergie à ton corps. Et donc toute l'énergie que tu passes, que tu déploies à digérer, c'est de l'énergie en moins qui va dans ton cerveau pour résoudre les puzzles de ta partie, quoi. Donc évitez de manger très lourd le midi, ça vous permettra de prendre un peu de win rate sur le milieu de la partie. Dormez bien, mangez bien le matin, buvez de l'eau et puis ça devrait bien se passer de toute façon. On se retrouve là-bas à Lille. J'imagine que toi, Raclem, tu seras disponible pour tous les gens qui veulent venir te saluer. Ah oui, évidemment, n'hésitez pas à venir me voir, on a du temps, de toute façon, on aura que ça à faire à Lille, entre les rounds, donc Entre les rondes, on ça, sera évidemment disponible pour vous saluer. exactement. N'hésitez pas Et à venir voilà. dire bonjour. Je vous rappelle que les liens de Raclem et de donc du coup son équipe Inkless sont disponibles dans la description. Vous pouvez le rejoindre sur Twitter et les rejoindre sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Raclem d'être venu discuter pour ce débrief du metagame. C'est avec Dites-moi dans grand les plaisir. commentaires si ça vous a été utile. Si jamais il y a des coquilles dans ce qu'on a raconté, ou en tout cas si vous avez des avis différents, on est aussi là pour confronter les avis. On n'a pas la vérité, hein. On essaye de chacun faire notre trou dans ce hive mind collectif qui est le metagame et la data dans l'Orcana. Et puis on se retrouve à Lille. Voilà, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.